Bonjour Benoît Javot. Bonjour et merci. Merci à toi d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. Benoît, est-ce que tu peux me dire comment et pourquoi tu es devenu avocat? Avec plaisir. Pour le coup, moi, je suis devenu avocat. C'était pas une passion qui est née quand j'étais tout petit. C'est quelque chose qui s'est construit progressivement et en même temps un peu sur le tard. Quand j'étais, avant d'être adulte, j'étais pas spécialement intéressé par le droit ni en tant que citoyen. Mais j'avoue, j'aimais bien certains films américains, certaines séries comme Ali McBeal, qui a eu un effet non négligeable, je pense, dans ma vie, mais également dans la vie d'autres personnes. Et puis, je passe le bac, un bac scientifique, donc pour le coup, j'étais quand même relativement loin du monde du droit et du monde littéraire. Et je vais à l'IEP de Lyon. Et là-dessus, je commence à m'intéresser, à m'ouvrir au monde et à découvrir bah, voilà, que je suis un citoyen, que c'est important d'être un citoyen du monde, qu'il y a des problématiques qu'il faut appréhender et sur lesquelles il faut pouvoir agir. Et au terme de l'IEP de Lyon, qui était en 3 ans à l'époque, j'avais pris un parcours politique et administration. Je découvre le droit, je vois l'intérêt, notamment le droit constitutionnel, qui permet vraiment de comprendre les arcanes des institutions, et c'est vraiment quelque chose que tout citoyen devrait faire. Après ça, je me dis, bon, ok, le droit est quelque chose dans lequel je peux me voir me développer. Je me lance là-dedans comme un bon étudiant, un bon élève. Et donc tu te lances là-dedans, c'est-à-dire après une licence Ouais, c'était en l'équivalent de IEP, licence, ouais. tu pars en master 1, quelque chose comme ça? Non, parce qu'en droit privé, il n'y avait pas d'équivalence, vu que j'avais fait plutôt droit public quelque part. Donc je me retrouve en licence. Et avec la confrontation avec l'université française, dans une certaine mesure, et le droit en particulier, en tout cas à l'époque, et j'ai l'impression sur les premières années, qui est plus beaucoup d'apprentissage, pas nécessairement beaucoup de réflexion. Donc une forme en tout cas que je l'ai perçu comme ça, de gavage juridique. Et je me suis retrouvé à beaucoup apprendre parce que j'avais pas fait le DUG et j'avais pas forcément des fondamentaux en droit privé. Donc j'ai fait cette licence de droit privé à Lyon 3, plus après un master 1 en droit et finance. Et là, grâce à mon frère, qui était un grand frère qui habitait Paris, qui m'a donné des informations, je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller à Paris, finir mes études. Et finalement, à Lyon, on était peu à faire ça. Donc c'était à la fois une chance et une opportunité. J'y suis allé, j'ai fait deux Master 2 là-bas. Deux master 2 en plus. Ouais, ok, deux master 2. Ouais, non, j'ai quand même fait un certain nombre d'années Ouais, d'études j'étais en avec train un de me petit. dire, donc licence IEP, ensuite pour revenir en droit, on retape une Ouais, année de 7 licence. ans avant même de rentrer à l'école d'avocat. Ouais, Ouais. ouais, donc costaud, costaud. Ouais, alors costaud, je sais pas. En tout cas, long, ça c'est sûr. Et là, j'ai vraiment apprécié mes deux Master 2 qui étaient différents. Il y en a un qui était théorique, l'autre professionnalisant. Un à Dauphine, le Master 214, l'autre à la Sorbonne. Et vraiment des professeurs à la fois passionnés, passionnants, une dimension pratique même dans mon Master 2 théorique. Et là, j'ai vraiment su apprécier le droit. On me demandait de réfléchir, j'essayais de le faire bien. Les intervenants, pour beaucoup, étaient des avocats, des praticiens. Donc il y avait vraiment cette dimension où ça m'a donné envie, ouais, d'être avocat, parce que c'est vrai qu'au terme d'études de droit, il y a plusieurs possibilités, mais avocat est l'une de ces possibilités, pas la seule. Et effectivement, avocat, ça m'a donné envie de faire comme eux, en fait, d'avoir cette confrontation au réel et cette réflexion pratique. Et tu dis que celui qui t'a inspiré le fait de monter à Paris, c'était ton grand frère? Ouais, mais c'est un peu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les petits frères, mais en tout cas, moi, ça a été le cas de tout petit. Il a 3 ans de plus que moi. Il a toujours été présent. Mais mes parents, ma mère nous dit encore qu'elle était impressionnée par le fait qu'on n'avait jamais d'embrouille, qu'il était là, toujours protecteur, présent. Alors, il n'est pas exclu qu'elle ait une vision biaisée du truc, mais il n'empêche qu'en tout cas, c'est ce qu'elle dit, et c'est mon souvenir aussi. Et il a toujours été là, bienveillant, et toujours en avance, quelque part, à tenter des choses, alors que moi, j'étais un peu plus en retrait, j'en bénéficiais quelque part. Et- Et cette idée de venir à Paris, enfin, aussi inspirée par ton grand frère, tu associais à Paris enfin, qu'est-ce que tu associais à Paris? Plus d'opportunités professionnelles, des opportunités professionnelles de meilleure qualité. Enfin, je suis toujours intéressée par ce qui fait qu'on se déloge, tu vois. Ouais, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas si j'en ai fait le tour, même maintenant. Ce que je dirais, en tout cas, pour répondre à ta question, c'est à la fois
j'avais envie de bouger, j'avais besoin de bouger. J'avais l'impression d'avoir fait le tour de Lyon, ce qui était clairement pas le cas, hein, je m'en suis rendu compte par la suite. Mais j'avais besoin de changer de cadre, d'une part. Paris était le cadre qui me paraissait à la fois le plus évident en lien avec l'histoire, les événements. C'est vrai que pour quelqu'un qui a grandi comme moi en province et qui n'était pas allé souvent à Paris, voire 1 ou 2 fois maximum, euh, les événements historiques, ils sont un peu désincarnés parce qu'ils sont théoriques quand on ne connaît pas les endroits. Et arriver à Paris, c'était aussi rentrer quelque part dans notre histoire. Et non, sur un plan plus professionnel, il y avait plus de possibilités, plus d'opportunités aussi, peut-être plus de choix. Même si Lyon, c'est déjà évidemment une grande ville avec beaucoup de très bons cabinets d'avocats. Mais je me disais, autant avoir les choix les plus larges. Ouais, moi je suis de province aussi, je viens de Poitiers et c'est vrai qu'à l'époque je m'étais pas du tout posé la question de rester à Poitiers, quoi. C'était une évidence de partir et enfin voilà, en discutant avec pas mal de cabinets maintenant en province, je sens un, je sens beaucoup de cabinets qui disent mais il y a aussi des super opportunités professionnelles chez nous. Toute votre vie ne se fait pas à Paris. Bon, bref, c'est intéressant. Donc toi, tu viens à Paris et à Paris, donc 2 Master 2 que tu apprécies particulièrement. Comment ça se passe la suite? Déjà, est-ce que tu as eu l'impression d'être bien accueilli par les Parisiens? Parce que j'ai eu à ce podcast un certain nombre de provinciaux qui ont été un peu traumatisés par l'arrivée à Paris. Non, alors moi je m'en tire bien. J'ai des amis qui étaient provinciaux aussi, pour qui notamment l'arrivée à Assas, alors, j'imagine que c'est pas évidemment le seul cas, mais rendait une difficulté supplémentaire pour l'intégration, en tout cas dans les premières années. Moi ça n'a pas été mon cas. Je suis arrivé à Paris, c'était le Master 2 214 de Dauphine, où il y avait déjà un certain nombre aussi d'étudiants qui venaient de province. Et c'est vrai qu'en arrivant à ce moment-là, la sélection ayant été faite, c'est comme rejoindre une famille ou une soirée. Quelque part, on est déjà là, on est content d'être là, et puis il y a des enjeux qui sont beaucoup plus faibles, ce qui peut-être rétroagit sur le côté moins de concurrence, et donc on est juste là pour apprendre ensemble, passer du bon temps et rester, si possible, amis plus tard. Et tu faisais tout ça inspiré par la perspective de devenir avocat, parce que initialement c'était un peu tiens, le droit c'est intéressant, je vais creuser ce truc-là, Ouais. et puis ensuite ça devient une succession d'années universitaires. Et- Comment ça s'est défini par la suite? ce que j'avais vu et qui m'intéressait particulièrement dans le droit aussi, c'était la mécanique intellectuelle, les syllogismes. Pour moi, ça ressemble quelque part un peu à des Lego, quelque chose on prend des briques, ça paraît au début un peu compliqué ou pas clair, et on construit quelque chose, et à la fin, on est satisfait, généralement satisfait de ce qu'on a fait. Donc il y a cette dimension que je trouvais purement intellectuelle et dans une certaine mesure ludique, que j'aimais beaucoup. Et le métier d'avocat me permettait, pour moi, je pense, d'atteindre cet objectif notamment là, mais plus en conseil. À la base, je me voyais absolument pas être avocat contentieux, ce que je suis. C'était pas mon objectif. Je pensais que c'était pas ma nature. J'étais plutôt quelqu'un de globalement timide et avec un certain manque d'assurance en moi dans les prises de parole publiques. Et donc c'est vrai que le contentieux, c'était clairement pas le truc vers lequel je me destinais. Bon bah, de fait, j'ai fini à faire ça et j'en suis très heureux. En tout cas, voilà, sur la dimension avocat, c'était ça, par les exemples que j'ai pu avoir et par ce côté intellectuel et ludique, oui. Comment est-ce que tu as switché de la perspective conseil vers la perspective contentieuse? C'est comme souvent dans la vie, il y a des rencontres, des opportunités, des quiproquos, des événements qu'on arrive à identifier précisément dans sa vie qui font que la vie prend un cours différent. Là, en l'occurrence, ça a été un quiproquo sur mon premier stage à Paris, qui s'est fait dans le cabinet Auguste Debouzy. Moi, donc j'avais fait mon master 2 et je me disais, tiens, j'ai envie de découvrir en cabinet ce qu'est le droit public des affaires. Et je vois donc le cabinet Auguste Debouzy, je vois le département autour d'Olivier Debouzy qui était large, et notamment il faisait du droit public des affaires. Je me dis, tiens, je vais aller tester. S'il m'accepte, j'aimerais bien découvrir ce que c'est plus précisément, et pas seulement théoriquement. Lui, bon, je l'ai compris a posteriori assez vite, il voit mon CV, il voit un CV de privatiste. Il dit, ah, très bien, j'ai besoin d'un privatiste en tant que stagiaire dans mon équipe pour gérer des contentieux qui sont des contentieux à fond réglementaire. Et donc, il était chez lui parce qu'il y avait une dimension réglementaire forte. Donc, on n'arrive pas avec les mêmes attentes. L'entretien avec Olivier, pour ceux qui l'ont connu, de toute manière, est un peu
peu conventionnel. Donc finalement, on ne parle pas de ces sujets-là. Donc c'est comment un entretien avec Olivier Debouzy? À l'époque, il était très impressionnant. Il est malheureusement décédé il y a plus de 10 ans maintenant. Très impressionnant à la fois physiquement, dans sa culture, dans son regard, sa petite flamme dans les yeux. Et il joue un peu avec vous, mais de façon bienveillante. Et donc, il m'avait parlé BD. Alors, il parle beaucoup. Il m'a parlé BD. Puis après, il m'avait titillé sur Lyon et la province. Donc, plutôt pour essayer de me déstabiliser, mais gentiment. Et donc, on avait parlé de ces sujets-là, mais alors vraiment pas de ce qu'on allait faire si jamais il acceptait que je le rejoigne comme stagiaire. Et bon, manifestement, il m'a trouvé, si ce n'est sympa. Et en tout cas, j'avais l'air relativement bien cortiqué, donc on s'est retrouvés à faire ce stage. Mais effectivement, on n'était pas au clair sur qu'est-ce qu'on allait faire. Ok, donc toi plutôt droit public des affaires et lui finalement plutôt contentieux privé avec dans des secteurs réglementés qui font qu'il y a une dimension de droit public. C'est ça. Et ça t'a plu quand même? Ah bah oui, vraiment. Manifestement, puisque tu as poursuivi là-dedans. Mais c'est là où j'ai découvert à ce stade, vu que j'étais stagiaire, évidemment, c'était l'analyse de conclusion, participation à la rédaction de conclusion. Donc c'était vraiment cette mécanique intellectuelle quand le travail est bien fait, notamment par l'adversaire, tu te retrouves à lire une assignation ou des conclusions, tu dis, oh, tiens, il a raison. Il a raison. C'est pas gagné. Bon, ça a l'air mal parti cette histoire. Et puis, voilà, parce que le travail est très bien fait. Et plus on creuse, puis on va regarder les pièces, puis on parle aux clients pour aller chercher des éléments complémentaires, puis on commence à voir des failles. Et on applique sa grille d'année, ainsi de suite. Et donc là, on voit par où on va passer. Et finalement, on réfléchit à toutes ces possibilités, on détermine une stratégie, on construit quelque chose, on écrit. Et j'ai découvert que j'aimais vraiment bien écrire et convaincre à l'écrit. Et pendant ce stage-là, j'ai découvert ça. J'aime le contentieux pour ces mécaniques intellectuelles. J'aime écrire et convaincre à l'écrit. Mais alors, il restait la dimension... orale, ouais. Qui, là, pour le coup, je ne l'appréhendais pas en tant que tel. Et puis, deuxième, finalement, événement du sort positif, c'est que je fais ce stage, j'en suis content. Je me retrouve à faire donc un second Master 2, ce coup-là théorique. Et au milieu de cette année de Master 2 théorique, je reçois un coup de fil d'Olivier Debouzy, qui avait la Half Counsel, qui gérait un gros dossier contentieux sur lequel j'avais travaillé en tant que stagiaire, quitte le cabinet Auguste Debouzy pour partir autre part. Et donc, en fait, Olivier m'appelle pour que je revienne parce que pour remplacer une Half Counsel. Évidemment, il avait tout de suite il avait vu le talent à l'état brut. Non, pas vraiment, mais je me retrouvais à avoir une connaissance, pour avoir passé 4 mois sur ce contentieux notamment, une connaissance des éléments, des faits qui étaient utiles. Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui travaillait sur ce dossier, Marc Pichon de Bury, qui a été aussi important pour moi, qui travaillait sur ce dossier, mais lui ne travaillait pas sur le dossier avant. Donc, il montait sur le dossier, et donc moi, avec Olivier, on était les deux avec la connaissance. Et donc, il me demande si je veux revenir en tant que stagiaire. Et là... je réfléchis et je fais en fait non, je veux bien revenir, mais en tant que juriste. Et donc il accepte et je me retrouve juriste à temps partiel chez Auguste Debouzy en cours de mon année de Master 2. T'as fait une Romain Hasbrook. Mais c'est vraiment première un peu de négociation du... là, en fait, tu as peut-être un levier. Alors, c'est Olivier Debouzy, il est impressionnant et tout, mais bon, c'est vrai que stagiaire, tu l'as déjà fait. Là, peut-être que tu peux cranter quelque chose. Et donc, je suis content d'avoir demandé. Et je pense qu'il a valorisé le fait que je demandais ça. Il a eu envie que je revienne, je suis revenu. Et donc, c'est vrai que ça m'a lié à lui personnellement et au cabinet Auguste Debouzy plus largement. Oui. Trop bien, c'est Romain qui raconte comme ça comment est-ce que, en fait, assez tôt, il a négocié plutôt qu'un stage... d'être recruté comme juriste. Et voilà, je me souviens très bien de cette conversation. Ça fait longtemps maintenant, mon interview de Romain, mais je me souviens de lui avoir dit, ah ouais, genre lourd la négo quand t'as, t'es quand même assez jeune, t'as pas une énorme expérience pratique et tout. Il avait dit, bah ouais, mais en même temps, ils avaient besoin, machin, il faut oser et tout. Et je dis, ah mais oui, carrément. D'ailleurs, c'est un excellent message à faire passer à ce podcast. Négocier. Exactement. En plus, moi, je me rappelle, alors il y a des moments comme ça dans la vie, on se rappelle exactement où on était physiquement à un événement qui nous a marqué. Et là, ça fait partie de ces événements pour moi. Je sortais de cours, donc j'étais à la Sorbonne. Il avait laissé un message téléphonique où il me disait un peu les grandes lignes de ce qu'il voulait. Et je me retrouve à aller dans le parc à côté et à être là, à réfléchir, est-ce que je vais oser, qu'est-ce que je vais faire, et à me dire, oui, en fait, à la fois il a besoin de moi, il faut oser, en fait, c'est là défends tes intérêts. Tu es dans une position, paradoxalement, qui est une position de force, dans une certaine mesure, évidemment. Et
Et rapidement, il n'y a pas eu de négociation. Il a fait oui, ok, on va s'arranger. Bah, c'était l'un des 2 fondateurs du cabinet, donc effectivement, de toute façon, il avait une marge décisionnaire assez forte. Mais ouais, ça fait partie de ces événements et ce stage sur un quiproquo, puis ce moment où quelqu'un part, ça crée un espace, un vide. La nature ayant horreur du vide, ça me permet d'avoir une opportunité. Je négocie quelque chose. Je me retrouve chez Auguste Debouzy avec ce CDI à temps partiel pendant mes études. Donc c'est vrai que c'est une vraie chance. Trop bien, tu commences à cotiser pour ta retraite. Exactement, je découvre, c'est mon premier contrat de travail. Alors j'en ai plus eu depuis, étant avocat, mais je découvre les tickets restaurants, très, très important, et les cotisations et les bulletins de paie avec Avec toutes les moult lignes que Bruno Le effectivement. Maire veut toutes supprimer. Tiens, ok, Et, oui, je gagne moins à la fin que la première ligne, c'est clair. Et donc déjà, c'est comme ça que le droit public des affaires a encore perdu un des rares candidats sur le marché. Oui, mais alors c'est pas de mon fait. Je voulais vraiment Non, voir ce que c'est pas c'était. de ton fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas de ton fait. Je souligne quand même que t'avais pris une orientation très privatiste pour tes masters et pour quelqu'un qui voulait faire du droit public des affaires, enfin en tout cas qui avait ça en tête. Qu'est-ce qu'il y avait Les études longues, notamment les études d'avocat, quand on arrive, quand on a la possibilité, et c'est important d'essayer de le faire, mais après il faut que l'opportunité aussi, de faire des stages en Master 1 et en Master 2, et je encourage tout le monde à le faire, et ceux que j'ai rencontrés par la suite en tant que stagiaire aussi et étudiant, c'est de tester. C'est de tester par des stages des choses qui pourraient être intéressantes pour être sûr, au moment où on rentre dans la vie active, et donc on sort avec le CAPA, que là, autant que faire se peut, mais on va dans la voie qui a l'air de nous correspondre le mieux à ce moment-là. Et c'était dans cette optique-là. J'avais fait un premier stage en conseil quand j'étais encore à Lyon, premier stage en cabinet d'avocat qui m'avait apporté évidemment des enseignements. Ce stage chez Auguste Debouzy en me disant droit public des affaires, ça a l'air bien, je ne sais pas vraiment ce que c'est de travailler dedans, je veux faire ça. Je ne le sais toujours pas, hein, de fait, vu que je n'en avais pas fait. Mais cette idée était là. C'est peut-être pas ce que je veux faire, mais c'est un bon moment pour essayer de déterminer si ça m'intéresse ou pas. Puis j'aurais pu, si ça ne m'avait pas intéressé en tant que tel, je me disais, voilà, après je vais passer le CRFPA et j'aurai la possibilité de faire un PPI et un autre stage en cabinet d'avocat et donc de définir précisément ce qui me correspond. Ouais, mais c'est... Enfin, moi, je te suis complètement là-dessus, mais côté recruteur, je vois aussi quand même un certain nombre d'avocats qui, même pour des personnes qui sont en tout début de vie professionnelle, donc qui n'ont comme expérience que des stages, s'ils ne retrouvent pas une espèce de cohérence parfaite dans les stages sur les matières, sont un peu en mode oh là là, mais du coup, est-ce que c'est vraiment ce que cette personne veut faire? Et puis, enfin... donc oui, je te rejoins côté candidat. Je trouve que c'est... Enfin, je dis ça, mais moi, j'ai fait que des stages dans le secteur santé et donc sur plusieurs choses dans le secteur santé, mais globalement, c'était quand même assez monomaniaque, au moins d'un point de vue sectoriel. Mais oui, enfin, en tout cas, rétrospectivement, sur l'aspect recrutement avec Iris et Thémis, moi, je pousse, tu vois, ces candidats et je dis, regardez, il a une expérience là-dedans. Bon, il a peut-être d'autres expériences, mais peut-être que ça veut juste dire qu'il a préféré ça ou au contraire qu'il se laissait des portes ouvertes et tout. Et je vois des recruteurs qui sont un peu là en mode, oui, mais... Bref, tu vois. Je vois très bien parce que j'avais eu ces discussions avec Olivier Debouzy et ce qu'il m'avait expliqué sur pourquoi il y a une forme de reproduction des profils dans des cabinets d'avocats, des profils connus ou les profils des associés qui sont déjà présents dans le cabinet d'avocat. Et justement, j'avais eu ces discussions avec lui en disant c'est pas laisser leur chance à des profils qui peuvent être un peu plus iconoclastes, un peu différents. Et ce qu'il m'avait dit, ce qui est vrai dans un cabinet dans une certaine mesure de la taille d'Auguste Debouzy, en tout cas à l'époque, c'est une question de temps aussi. Je n'ai pas, moi, la possibilité, Olivier Debouzy, de faire passer des entretiens à tout le monde et à tous ceux où je me dis peut-être qu'il a un profil qui serait possiblement intéressant. Alors, c'est ce qu'il avait fait avec moi, et j'ai eu de la chance là-dessus. Et en tant que... J'ai des employeurs, c'est pas employeur, mais en tant qu'associé maintenant de mon cabinet, je me rends compte aussi de ces choix-là. Mais j'ai un exemple, une anecdote que j'aime bien, parce que quelque part, c'est une belle histoire. Quand j'étais chez Queen Emmanuel, le cabinet dans lequel j'ai passé 3 ans après avoir quitté Auguste Debouzy, j'étais en charge notamment du recrutement des stagiaires. Et donc, je vois un profil qui n'est pas un profil classique Queen Emmanuel, qui est un peu atypique, notamment quelqu'un qui s'appelle Raphaël Petit, qui était déjà juriste chez Qui le Patron. Et je vois avec Hélène Adler, qui est chargée de recrutement avec moi, ce profil-là, on le reçoit en entretien et
vraiment voilà, quelqu'un d'intelligent, d'intéressé, qui a aussi cette dimension de vouloir aider par le biais de son activité de directeur juridique. Et donc, on le prend, on fait le stage avec lui chez Queen Emmanuel, et quelques années plus tard, il est resté, il est devenu directeur juridique de C'est qui le patron, qui est devenu vraiment voilà, une grosse coopérative et qui implique les consommateurs. Et il m'a fait le plaisir de travailler avec moi sur un certain nombre de dossiers et de me faire confiance. Et donc, ce lien que j'avais créé avec lui à cette époque-là, sur un profil qui n'était peut-être pas un profil classique, a eu ces suites-là, à la fois lui de renforcer sa certitude de ce qu'il voulait faire, c'était pas vraiment avocat, mais voilà, vraiment avoir plus les mains dans le cambouis, et de créer une relation où on s'est retrouvés plusieurs années plus tard. Bah, Et ça voilà, j'aime bien cette anecdote. Bah ouais, ça fait plaisir d'entendre parler aussi de ces cas où on laisse la chance à des profils qui sont pas genre la Ouais, petite case qu'il faut. Et donc, en tout cas, tu rejoins Auguste de Bouziers à ce moment-là, donc par le biais de cette porte négociée ouais. sur un dossier manifestement à forts enjeux qui concentre quelques cerveaux qui connaissent un peu bien, qui ont déjà mis les mains dans le Capharnaüm qu'ils représentent au démarrage. Ouais. Comment ça se passe? Globalement, chez Auguste Debussy ou le dossier en question Les deux. pour les deux. Pourquoi choisir? Oui, donc à moi de. Ouais, alors, sur le dossier lui-même, ça m'a permis de. Ah, c'était une autre dimension, une autre ligue. Le stage antérieur que j'avais fait de cabinet d'avocat, c'était à Lyon, dans un petit cabinet où il y avait 3 associés, et je faisais notamment du conseil. Euh, et je me rappelle très bien, j'avais assisté à une réunion client, et on devait faire quelque chose conseil en droit des sociétés, et à la fin, l'associé du cabinet lyonnais me dit, tiens, on va facturer 1 000 euros. Et je m'étais dit, mais c'est énorme. C'est 1 000 euros pour ce travail. Alors, c'était un travail, on apportait quelque chose, des solutions, mais je m'étais dit à ce moment-là précis, mais 1 000 euros, c'est vraiment beaucoup d'argent. Et les enjeux étaient voilà, création de société avec quelques problématiques, mais assez simples finalement. Et c'est vrai en allant chez Auguste de Bouziers, donc je me retrouve sur un contentieux qui implique des sociétés internationales, plus d'1 millier de demandeurs, et nous on était en défense avec d'autres sociétés, avec un fonds de réglementaire, des enjeux à plusieurs centaines de millions d'euros. Et beaucoup, beaucoup de cerveaux, des avocats américains derrière nous, des grosses réunions. Donc, je me rends compte de ce que peuvent être des dossiers à fort enjeu et beaucoup plus complexes. Et cette mécanique intellectuelle, justement, d'aller creuser, soulever chaque caillou pour trouver les éléments qui vont dans notre... En plus, c'était un contentieux qui n'était pas traîné. Donc, on est vraiment allé regarder les travaux parlementaires. Donc, c'était la doctrine. Donc, vraiment les sources, pas les plus classiques. Et ça m'a fortement plu de pouvoir passer beaucoup de temps sur ce type de problématique pour aller au fond des choses, vraiment. Et à la fin, d'avoir, quelque part comme un artisan, en fait, tu as tellement poli ton ouvrage que tu le trouves extrêmement beau, brillant, c'est la forme que tu voulais, c'est quelque chose, tu en es fier de ce que tu as fait, même si c'est immatériel, c'est des conclusions. Mais il n'empêche que j'en étais vraiment fier. Et ça, ce sentiment du devoir accompli et de passer du temps, c'est quelque chose que m'a appris Auguste de Bouzy. Et ça m'a vraiment fait du bien. Chez Auguste, j'y suis resté longtemps, de 2004 à 2017. Et ce cabinet, je m'y suis plus. C'est vraiment une famille. Et ils sont très touchants. Alors, on travaille vraiment beaucoup. Et c'est comme un cocon. Ce qui est à la fois une chance professionnelle, et je me suis rendu compte par rapport à moi et mon évolution aussi quelque chose qui limite, parce que en tout cas la façon dont j'exerçais, ça ramenait l'essentiel de ma vie à ce cabinet et aux gens de ce cabinet, qui était extrêmement intéressant, et j'ai beaucoup d'amis toujours. Mais c'est vrai que ça m'a appris les fondamentaux de mon boulot, ça m'a appris à gérer des gros dossiers, ça m'a permis de travailler en équipe, je me suis fait des amis, j'ai appris beaucoup de choses dans le marketing, sur tous les plans, tous les métiers qu'il faut pour être associé et avocat. Et après, je suis allé dans un autre cabinet, c'est un cabinet français international, mais français. J'ai quitté Auguste parce que c'était une opportunité pour suivre mon associé de l'époque, mais je dois admettre, j'étais un peu réticent de quitter Auguste de Bouzy, parce que justement, il y avait ce côté cocon. Et je me suis posé
plusieurs questions, mais notamment une question au moment de partir d'Auguste, qui était est-ce que si tu passes toute ta carrière là, et à supposer que tu puisses devenir associé chez Auguste Debussy, et que au terme de ta vie professionnelle, tu te retournes sur ton parcours, qu'est-ce que tu penseras du fait de ne jamais être allé voir autre part si ce que tu valais, finalement, aller te confronter à autre chose qu'un environnement qui est un environnement cotonneux, un cocon, quelque chose d'agréable, mais où tu restes un avocat qui a été promu en interne et tu t'es pas confronté au monde d'autres cabinets et quelque part, mon nom était associé à Auguste Debussy. Je n'avais pas d'existence vraiment autonome ou propre. Et ça a contribué à me faire, à me décider de partir, ouais. C'est, je la trouve passionnante, moi, la question en termes d'évolution de carrière, de l'évolution en interne versus le fait d'aller voir ailleurs. Et parce qu'en fait, en fait, il n'y a pas de bonne réponse, tu vois. Dans les deux cas, en fait, dans les deux cas, tu as une énorme prise de risque. C'est-à-dire que oui, il y a un aspect cocon au fait de rester en interne. Tu as la prise de risque, déjà, du coup, d'opportunité de ce que tu pourrais avoir. Enfin, en fait, dans les deux cas, tu as la prise de risque de quel type d'évolution est-ce que je pourrais avoir si je reste en interne avec finalement le fait de capitaliser sur toutes ces années à travailler dans la structure où on me connaît, où je connais les gens aussi. Et donc, tu as un terreau qui est, a priori, si tu es encore là, assez, tu vois, positif, assez bon. On t'apprécie, on te fait confiance, on fait confiance en tes compétences. Et ça, c'est un acquis, en fait. Et donc, voilà, versus aussi rester en interne. Ah oui, mais à quoi est-ce que je pourrais avoir accès si jamais je sors de cet écosystème où, certes, j'ai un petit magot de confiance, de réputation en interne, de plein de choses qui est satisfaisant et qui peut déjà me porter loin. Mais il y a peut-être d'autres magots. Et quels sont les magots? Et en fait, dans les deux cas, mais ça, c'est dans la profession d'avocat comme partout dans la vie et dans la vie professionnelle. Dans les deux cas, tu es un peu face à cette question de où est-ce que je prends mon risque? Est-ce que je le prends en interne? Et il y a des vertus au fait d'évoluer en interne versus est-ce que je le prends en externe et je me re-challenge, tu vois, enfin, il faut que je refasse mes preuves quelque part, mais il y a autre chose. Et voilà, je trouve ça intéressant la manière dont tu le formules avec le côté aussi peut-être essayer de faire ses preuves un peu plus par soi-même que par une marque qui est déjà implantée. Mais c'est exactement ce qui a présidé à ce choix-là, qui était un choix où... Alors après, j'avais aussi, je partais pas tout seul, je partais avec mon associé Camille Herry et une équipe pour rejoindre un cabinet américain. Donc c'était aussi des conditions favorables parce que j'allais continuer à travailler avec des gens que je connaissais. Donc voilà, c'était une prise de risque qui était réelle, mais limitée en même temps. Mais j'ai eu l'impression, je pense aussi, de reprendre un peu en main, un peu plus de reprendre plus en main mon parcours, de retrouver une dimension plus individuelle, dans le sens où, en restant chez Auguste Debussy, j'avais le sentiment de potentiellement être dépendant du cabinet parce que, quelque part, d'une part, j'étais pas nécessairement sûr de ce que je valais et comment le marché pouvait m'appréhender en tant que tel, parce que j'étais quelque part un bébé Auguste Debussy. Et donc, cette décision, cette volonté du « OK, je vais aller dans le grand bain aussi, sortir, arrêter d'être protégé et de vouloir aller me confronter et prendre ce risque ». Et j'en suis très content. Ça fait partie des décisions. Je n'ai pas de regrets dans la vie. Cette décision-là, je vois ce qui s'est passé par la suite. Et je me dis oui, c'était la décision à prendre. Ça me correspondait. C'est pas facile, mais je l'ai fait et j'en suis content. Et je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit. J'imagine que quand tu étais chez Auguste Debussy, tu as eu plein d'opportunités pour partir, avant même celle de partir avec Camille Herry chez Queen Emmanuel, que tu as sûrement échangé avec des chasseurs, enfin tu vois, été un peu dragué par d'autres structures. Alors oui, mais pas tant que ça. À la fois parce que j'ai eu pendant longtemps un positionnement qui était un peu bizarre, parce que j'étais dans l'équipe droit public des affaires. Alors je faisais du contentieux commercial, alors je faisais aussi du lobbying un peu. Donc j'étais pas hyper situé sur la carte. Oui, c'était mais qu'est-ce qu'il fait ce brave Benoît, c'est pas très clair. Et puis donc il y a eu des démarches,
Mais c'est vrai qu'il y a sujet que j'ai rencontré par la suite aussi quand j'ai souhaité partir de Queen Emmanuel, mais ça faisait déjà 13 ans que j'étais quelque part, et c'est vrai que j'avais pas fait le choix de développer de la clientèle personnelle. Donc je travaillais quasiment exclusivement sur les dossiers d'Auguste Debouzy que je développais, et en fonction des dossiers, j'avais beaucoup d'autonomie, en tout cas sur un certain nombre de dossiers. Et il y a aussi cette dimension du OK, partir ailleurs ou être chassé, mais qu'est-ce que tu apportes? Et est-ce que tu vas quelque part avec ta clientèle que tu as développée ou des clients qui vont te suivre? Et donc, tu as une valeur qui est aussi liée à une valeur économique liée à la clientèle que tu apportes. Ou est-ce que tu apportes juste un potentiel et ta force de travail, mais qui va peut-être te mettre un peu plus bas dans le cabinet que tu rejoins? Donc, il y avait ces problématiques-là que j'ai perçues assez tard, finalement, chez Auguste Debouzy. Et j'incite évidemment tous les gens que je rencontre, notamment dans mon cabinet, si je parle de ces sujets-là, à la fois parce que c'est le métier, on est profession libérale, donc développer sa clientèle personnelle, c'est important. C'est aussi un moyen d'avoir des responsabilités, d'être en lien avec le client dès le début, et donc de devenir meilleur avocat, même par rapport au cabinet dans lequel on exerce. Et puis, en fait, alors, c'est peut-être difficile à concilier parfois, ça peut faire des semaines compliquées, mais ça donne de la liberté. Ça donne de la liberté. Et cette liberté, elle est extrêmement importante. Et moi, je l'ai perçue un peu tard. Et j'ai de toute manière pas fait le choix de développer, au moment où je m'en suis aperçu, la clientèle personnelle. J'ai réussi à bien finir et à être associé, à avoir ma clientèle personnelle, des gens qui m'ont suivi, mais ça aurait pu me poser un problème. Parce que plus vous restez tard quelque part et sans clientèle personnelle, plus quelque part, c'est compliqué. Si on ne te fait pas évoluer en tant qu'associé dans le cabinet, c'est compliqué de partir. Parce que tu es cher aussi pour rejoindre un cabinet sans apporter de clientèle. Et donc, je ne suis pas passé très très loin de cette réelle problématique, pour le coup. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Merci de partager ça avec nous. Je pense que je pensais à ça par rapport au fait que tu disais, ben voilà, je m'étais en fait finalement assez peu confrontée au marché, à ce que je vais aller sur le marché. Et en fait, j'entends aussi là dans ce que tu dis que tu t'étais confrontée via tes échanges avec les chasseurs, tu t'étais confrontée en fait justement à la difficulté de ta valeur sur le marché, indépendamment d'avoir un portefeuille commercial qui t'était propre d'une certaine façon. Et que, bah oui, ton expertise, elle était enfin, pour ceux qui arrivaient jusqu'à toi, en tout cas, j'imagine, identifier ton expertise et ce que tu pouvais apporter en termes de production, mais que tu étais déjà arrivé à un stade où finalement il y avait des attentes fortes sur les aspects business du métier. Oui, ça commence à être le cas, clairement. Et c'est vrai qu'en fait, quand on fait toute sa carrière dans un cabinet d'affaires, il y a aussi le fait que, généralement, même si on est très autonome sur un certain nombre de dossiers, on n'est pas le seul, on n'est pas associé, donc on ne peut pas engager, donc son nom n'apparaît pas seul. Et c'est vrai que, même si en interne, les gens savent reconnaître la valeur, les clients, si on est autonome sur les dossiers, par rapport au marché là, à l'extérieur des autres cabinets, on n'est pas forcément dissocié de l'associé avec lequel on travaille sur ce dossier-là. Donc c'est vrai que ça peut questionner sur la réalité de la valeur du counsel ou du senior qui va travailler sur un dossier. Et le fait de changer de cabinet, de rejoindre un autre cabinet, quelque part, ça vient individualiser, ça vient donner corps réellement du « OK, cet avocat est parti de ce cabinet pour rejoindre celui-là ». Donc, ça veut dire qu'il apporte des compétences et ça vient donner un éclairage en fait sur soi et sur sa valeur et donner objectivement un sentiment du « OK, tiens, il est valorisé par d'autres cabinets et puis de voir sur d'autres dossiers que c'est lui qui travaille, ainsi de suite. » Donc, ça aussi, c'était important comme... Est-ce que c'était lié aussi au fait que chez Auguste Debouzy, j'entends, mais peut-être que c'est moi qui comprends mal, mais j'entends que tu as beaucoup travaillé sur ce gros dossier-là, à forts enjeux, qui j'imagine est un dossier qui, ça se trouve, dure encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, même si j'espère qu'il a trouvé une résolution. Mais c'est vrai que quand on intervient sur des gros dossiers de masse comme ça, avec des procédures judiciaires
qui s'étale beaucoup dans le temps parce que tu as première instance, appel, cassation, pour peu que tu as renvoi en appel. Enfin, tu vois, voilà. Avec toute la multiplicité des procédures, et puis si tu en fais d'autres, vers d'autres tribunaux, enfin, tu vois, le truc tentaculaire qui fait que d'une certaine façon, toi, comme avocat et comme collaborateur, tu peux être... tu peux aussi être perçu comme bon, bah ok, il a fait ses preuves dans ce dossier qu'il connaît très bien et qui est tentaculaire et qui présente des complexités stratégiques, juridiques, etc., qui sont propres. Mais quid de si c'est d'autres types de dossiers plus individualisés et tout. Et je dis ça, je suis en projection totale parce que moi, quand j'étais avocate, je suis intervenue sur j'ai fait une collaboration dans un cabinet qui faisait du sériel aussi dans le secteur pharma. Ok. Et donc, et je pense que c'est que quand je suis arrivée dans la structure et que j'ai vu comment ça se passait quand tu es collaborateur dans ce type de structure et surtout quand tu es junior, que je me suis dit, mais que j'ai vu le potentiel de piège que ça peut représenter, où à la fois tu peux devenir quelqu'un de très important pour le cabinet dans lequel tu es comme collaborateur parce que c'est des dossiers où la connaissance d'un dossier depuis longtemps, tout cet historique, et que c'est complexe d'entrer dedans. Et d'un autre côté, c'est vrai que peut vite y avoir un côté piège de ok, mais en fait, qu'est-ce que tu vaux en dehors de ce dossier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais je le vois très bien parce que ce dossier-là, c'était un contentieux judiciaire et il a les caractéristiques que tu as décrites. C'est encore plus vrai en matière d'arbitrage, par exemple. Et je me suis aperçu, pour avoir fait de l'arbitrage, plusieurs, mais que j'aimais dans ces matières-là le fait d'aller vraiment au fond des choses et d'avoir quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est tu vas regarder sous chaque caillou et c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc ça t'apprend un perfectionnisme dans les dossiers et une grille d'analyse qui est vraiment importante. À côté de ça, j'ai fait beaucoup d'autres dossiers contentieux et ça c'est essentiel à la fois pour avoir une gamme d'interventions, pour avoir des réflexes, une grille de lecture, une gestion de problématiques différentes, et c'est ça pour moi qui fait que les avocats contentieux sont les meilleurs. C'est avoir cette double capacité qui passe par le fait d'avoir traité ce type de dossier aussi, beaucoup de dossiers avec des enjeux plus ou moins forts, mais en tout cas de pouvoir gérer beaucoup de dossiers avec beaucoup de problématiques. Et donc, d'avoir entraîné des stratégies différentes, d'avoir vu les stratégies adverses, d'apprendre des adversaires, des clients, des confrères évidemment aussi du cabinet. Et à côté de ça, des gros dossiers, à la fois peut-être un peu plus sclérosants, dans lesquels on est un peu plus dilué, mais qui apprennent, qui apportent une qualité rédactionnelle, une qualité d'analyse et une qualité de perfectionnement pour aller au fond des choses. Et ça, en tout cas, sur ma construction personnelle en tant qu'avocat et sur mes qualités, je pense, le fait d'avoir beaucoup fait les deux, ça m'a permis d'être l'avocat que je suis aujourd'hui. Ouais, donc quand même, t'avais eu... t'avais pas été monodossier, quoi. Non. Non, mais Les parce premières que... années, non, mais tu as raison. Ouais. Alors, j'étais à temps partiel. Pendant que j'étais à temps partiel et que je faisais l'ESB, j'ai été monodossier pendant un certain temps. Et donc ça représentait bien, c'était bien, tu le décrivais bien, sur les avantages et les inconvénients, et même au bout d'un moment sur un dossier, si on ne voit pas d'autres choses, on peut avoir l'impression d'être un peu enfermé sur des problématiques, et ça peut être un peu limitant. Bon, en tout cas, tu fais le choix de prendre ton envol. Donc, alors, comme tu dis, un envol qui reste un envol avec une part de connu, parce que certes, tu vas dans un nouveau cabinet, Queen Emmanuel, mais tu y vas avec un associé avec qui tu travaillais déjà chez Auguste Debouzy, Camille et Eric. Comment ça se passe, ce mouvement, ce départ? Ça a dû être émouvant, ne serait-ce que ça. Ça a été une période assez étonnante. Parce que Camille, ça faisait encore plus longtemps que moi, évidemment, qu'il était chez Auguste Debouzy. Et c'est un cabinet, Auguste Debouzy, où il y a beaucoup d'affect. Et c'est vrai, c'est ça qui fait qu'aussi on reste longtemps et qu'on aime ce cabinet. Il y a beaucoup d'affect. Donc partir après autant d'années, c'est quelque chose qui, déjà, la décision, elle est difficile parce qu'on coupe quelque chose. Et donc, on est parti assez vite parce que je pense que c'était l'intérêt de tout le monde, que cette période intermédiaire, surtout qu'on était 5 à partir, ne dure pas trop longtemps, parce que c'est compliqué toujours les périodes de départ, en plus quand c'est une équipe, pour rejoindre un cabinet américain. Et voilà. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont posés. Ça a été une période assez étonnante, bizarre d'un point de vue personnel, psychologique, amical. Et on est parti vite, c'était plutôt une bonne chose, pour rejoindre un autre cabinet, Queen Emmanuel. Et là, pour le coup, effectivement, c'était vraiment très différent d'Auguste.
par beaucoup d'aspects. Et j'ai senti assez vite, pour moi, que ce n'est pas un cabinet dans lequel je pourrais m'épanouir sur la durée. Queen Emmanuel. Parce que la logique, mais ça m'a beaucoup appris techniquement sur des dossiers et sur des clés professionnelles que j'utilise encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment à l'américaine, c'est ce que j'allais chercher aussi, où il y a beaucoup plus de valorisation et moins de faux semblants sur c'est important de beaucoup travailler, c'est important d'avoir les plus beaux dossiers, on est très content d'avoir des gros enjeux, c'est voilà, on est content aussi de bien gagner sa vie. Et des traits, mais c'est beaucoup plus orienté argent, business, travail. Il y avait beaucoup moins cette dimension, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, cette dimension quasiment familiale qui existait chez Auguste Debouzy. Donc ça a été un premier enseignement. Et vu que c'est un cabinet américain, on était un bureau, certes important, mais parmi un certain nombre de bureaux européens, et fortiori beaucoup de bureaux américains. Et ce qui veut dire que la prise de décision et les process, la prise de décision était diluée. Elle ne se faisait pas d'un point de vue local, en tout cas pas sur tout. Et les process étaient assez importants. Donc il y avait un côté très bizarre aussi par rapport à ça. Mais en revanche, parmi les choses que ça a pu m'apprendre, il y a vraiment cette dimension de OK, on sait ce qu'on vaut en tant que cabinet d'avocat, en tant qu'avocat, on sait ce qu'on vaut et on part à l'argent. Contrairement à parfois le problème en France, c'est OK, en fait, on va discuter, on considère qu'on vaut, nous, sur notre travail, c'est ça. Et on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Et on va parler de ces choses-là. Et aussi de valoriser les succès. Ça, il y a la culture de Queen Emmanuel. Il y avait notamment ce qu'ils appellent les victory emails. C'est-à-dire que quand quelqu'un, quelque part, gagnait un dossier un peu significatif, il envoyait un email, le victory email, donc, à tout le monde, donc à plus de 800 avocats à travers le monde, où il expliquait le dossier en mettant en valeur le fait que, évidemment, ils avaient été merveilleux. Leur contribution et que tout ça était une victoire difficile, mais amplement méritée. Et donc, en remerciant tous les gens qui avaient travaillé sur le dossier. Et j'ai trouvé que cette dimension aussi OK, on est fiers de ce qu'on fait, vraiment. Et on n'a pas peur de le partager. Notre travail est important, notre travail est de qualité, et on sent, voilà, on le met en avant. Et ça, j'avoue que ça m'a fait du bien aussi. le côté ego trip que peuvent avoir les Américains et tu pars peut-être de là, tu n'iras pas jusque-là, mais bon, t'en prends un peu quand même, parce que c'est pas inutile dans la vie professionnelle. Ouais, et je sais que depuis lors, un peu j'ai vécu le Covid là-bas, depuis lors, voilà, alors que ça pouvait être parfois pour moi un peu difficile de parler argent, ou j'avais un peu le syndrome de l'imposteur qui était lié plus à ma personnalité à la base. Alors, ces moves chez Auguste, puis après chez Queen Emmanuel, les dossiers sur lesquels j'ai travaillé, les enjeux, je sais ce que je vaux en termes de qualité professionnelle, et j'arrive à fixer un prix. Et donc, ça, professionnellement, c'est très utile de savoir où on se situe et d'être assez lucide là-dessus. Quand tu es parti chez Queen Emmanuel, tu avais un statut d'associé, tu avais un statut de collaborateur. Tu es parti sous quel... parce que tu sais, parfois, ces mouvements, ils se font avec des petits moves de statut aussi. Oui, clairement. Là, non. Moi, quand je suis parti de chez Auguste, j'étais counsel. Je suis arrivé chez Queen Emmanuel, j'étais toujours counsel. Ouais. J'y suis resté 3 ans. Mais j'ai su instinctivement que tu resterais pas. Que je resterais pas, et que devenir associé là-bas, c'était un parcours très compliqué, encore plus compliqué de fait que chez Auguste Debouzy. Et de toute manière, j'en avais pas envie, en fait. J'ai besoin d'affect, vraiment. On l'avait dans notre équipe, on pouvait l'avoir dans le bureau de Paris, mais j'ai besoin d'un affect global et de personnes, d'humains, quelque chose qui est ce lien-là est beaucoup plus fort, et je le trouvais pas suffisamment présent chez Queen. Et en plus, pour passer associé, il fallait passer X étapes et beaucoup de process. Il fallait aller se mettre en avant beaucoup auprès des autres bureaux en Europe et aux États-Unis. Donc il y avait une dimension se vendre, mais se vendre aux clients, se mettre en avant, c'est normal, c'est le jeu, c'est un métier de service. Le faire
Le faire, il y avait plus de 200 associés de mémoire chez Queen. Faire le tour du monde pour aller dire qu'on est vraiment fort et faire des claquettes, bon, j'avoue, ça me faisait pas complètement. En tout cas, c'était pas cohérent avec ce que je suis. Et peut-être même que, même si j'avais fait ça très très bien, il n'aurait pas voulu me faire passer associé. J'en sais rien. Autre prise de risque, mais c'est une discussion qu'on avait il y a pas longtemps avec des amis. Euh, et un de ses amis critiquait LinkedIn largement pour l'aspect personal branding, tu vois, marque personnelle. Mm. Et le jeu, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu, et d'ailleurs, entre personnes qui sont très présentes sur LinkedIn, on appelle ça le LinkedIn game, tu vois. Il y a forcément un jeu sur LinkedIn, sur la manière dont tu communiques, la manière dont tu te présentes, les infos que tu donnes, celles que tu donnes pas. Enfin, je veux dire, il faudrait être stupide pour penser qu'il n'y a pas de... que tout ça est d'une naïveté, d'une spontanéité absolue. Et il critiquait beaucoup ça. Et je lui disais, mais tu sais, ce jeu-là, ce jeu de claquettes qui se fait sur LinkedIn, en réalité, le même jeu de claquettes se fait dans des environnements, il se fait juste sur d'autres scènes, en fait. Et pour certains entrepreneurs, et notamment, enfin, voilà, des consultants dont les clients sont allés à chercher beaucoup en interne, en externe, pardon, c'est sûr qu'il est très présent sur des lieux comme LinkedIn et d'autres, bien évidemment, mais LinkedIn en fait partie. Mais si tu travailles pour un big corp ou pour un big corp, que ce soit d'ailleurs un gros cabinet de conseil ou une entreprise en tant que telle, en fait, ce jeu de claquettes, si tu veux monter dans la hiérarchie, il a lieu aussi. Tu vas faire du politique en interne. Voilà. C'est juste que tu vas peut-être pas la faire sur LinkedIn, mais t'inquiète que tu vas la faire et que tu vas aller serrer des pinces à des gens et dire des choses de façon tout à fait policée, parce que en fait, c'est comme ça qu'il faut les dire dans cet environnement-là, et répondre à certaines exigences de communication et de réseautage aussi. Voilà, c'est pas les mêmes terrains, mais c'est le même jeu qui se passe. Et donc, en fait, c'est ton choix de voir où est-ce que tu fais ta politique, en fait. Alors, c'est très vrai, c'est très vrai. Mais justement, moi, parmi les raisons qui m'ont incité à partir, il y avait cette dimension du non, c'est pas moi. Et dans ma relation avec mes clients, en fait, je suis très naturel. Et c'est marrant, en fait, de constater que les clients qu'on a, c'est des clients qui nous ressemblent. Et les clients que j'ai, depuis que je suis arrivé chez Squadra, c'est des clients, ça pourrait être des amis. En fait, on se parle comme ça, on se parle simplement. On n'a pas de vrai jeu de représentation. Et c'est vrai que j'aime ce côté naturel, à la fois dans mes relations avec mes associés, les équipes, les clients. Et ça, je sentais que c'était pas quelque chose que je pouvais, en tout cas, qu'il y avait une dimension que tu viens de rappeler très, très justement, si tu veux être associé dans un cabinet américain comme Queen Emmanuel, tu vas devoir faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits tours pour vanter tes mérites, accepter tous les trucs. Et donc, quelque part, c'était pas ma nature, j'avais pas envie de ça. Et deux derniers éléments, il y avait le fait que je commençais à écrire un livre et qu'on avait un projet d'enfant. Et ces deux sujets-là, notamment l'enfant, pour avoir travaillé donc, dans le cabinet d'avocat pendant longtemps à ce moment-là, je ne me voyais pas, et donc avoir un enfant tard, je ne me voyais clairement pas avoir un enfant dans un cabinet comme celui-là, parce que je l'ai eu à 40 ans, mon fils. J'ai vu les horaires que j'ai pu faire pendant très longtemps. Non, je voulais être présent pour mon fils, et ce n'était pas compatible. Ce qui était compatible avec ça, c'était le fait de devenir associé dans un cabinet où j'avais une liberté plus grande, organisationnelle, le cas échéant de refuser des dossiers, ce qui m'arrive de faire, pour être le plus près et d'organiser mon travail vraiment très librement. Et tout ça cumulé fait que j'ai décidé de partir de Queen Emmanuel. Et encore une fois, ça a été une opportunité. Un ancien stagiaire d'Auguste Debouzy, qui était devenu associé du cabinet Squadra, pour les vœux. Alors, je milite pour le fait c'est important d'envoyer des cartes de vœux ou des emails de vœux, parce que là, c'est vraiment cette prise de contact qui a créé le fait de « Ah bah tiens, Benoît, justement, on est en train de chercher un associé en contentieux, comment ça se passe chez Queen Emmanuel ?» Le fil en est, c'était en 2020, début 2020. Et donc le fil en aiguille, ça m'a permis de rejoindre Squadra. Est-ce que tu avais déjà commencé à développer ton perso à ce moment-là? Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure du fait que
as pris conscience un peu tardivement en fait, qu'à un moment, à partir d'un certain temps, ta valeur sur le marché, elle était aussi liée, entre guillemets, à ces aspects-là. Et tu dis que maintenant, tu encourages pas mal les jeunes à Ouais. développer leur perso plus tôt et tout. Toi, voilà, à partir de quand est-ce que tu t'y es mis Ben, et en voilà. fait, non, moi, pour le coup, j'étais arrivé à un tel niveau à la fois d'expérience et d'investissement en temps que les dossiers que j'avais à gérer chez Queen Emmanuel, c'était des dossiers qui me laissaient pas vraiment de temps pour développer du perso et a fortiori prendre du perso de plus basique, ça n'avait pas vraiment, en tout cas, ça aurait été trop chronophage et pas forcément de sens économique. Et évidemment, par loyauté vis-à-vis de Queen Emmanuel, tous les dossiers qui étaient chez Queen Emmanuel ou des dossiers à fort enjeu, c'était des dossiers qui devaient être traités dans le cabinet en question. Mais c'est vrai que là, le mur dont je parlais tout à l'heure, qui était OK, en fait, je vais être obligé de rester chez Queen Emmanuel alors que je m'y sens pas forcément, ça correspond pas vraiment à ma personnalité et je deviens cher sur le marché, ça va être compliqué, ainsi de suite. Je l'ai vu arriver et je me suis dit, OK, il faut vraiment là trouver ce qui te correspond et faire le saut de la foi, à la fois moi, c'est-à-dire partir sans clientèle personnelle, et pour que les associés du cabinet que je rendrai fassent, OK, on a confiance en toi, ton profil, ton potentiel fait que tu vas nous apporter des choses et on pense que tu vas réussir. Et c'est cette rencontre que j'ai pu avoir avec Jean-Baptiste Belin, l'associé qui est venu me chercher, et mes associés actuels de Squadra. Donc ça a été... voilà. Le mur n'était pas loin et il y a eu ce saut de la foi, cette rencontre, cette possibilité. Et c'est vrai que ça s'est bien passé parce que des gens avec qui j'avais bossé dans mes cabinets passés m'ont fait confiance, des clients. Et pour leur nouveau dossier, ils se sont dit, bah, tiens, on a envie de continuer à travailler avec toi. Donc ça a pris un peu de temps. Au début, c'est des dossiers de mes associés que je traitais surtout. Puis après, beaucoup de clients, d'anciens clients sont venus me voir et ça m'a permis voilà, d'être à l'aise sur le nombre de dossiers et d'être moi-même apporteur de dossiers à mes associés de chez Squadra. Ouais. Non, c'est une super configuration quand tu arrives à, mmh, à être, voilà, à intégrer un cabinet en qualité d'associé sur la base de ton potentiel de développement, enfin, tu vois, Mm. ab initio, parce que tu as aussi toutes les circonstances où globalement tu passes, par quand même, ou le statut de off counsel ou, enfin, tu vois, un statut un peu intermédiaire bon, pendant un petit temps, on va quand même voir si, ça se confirme Mm. et t'es mi-collaborateur, mi-associé. Enfin, tu vois, il y a ces espèces de trucs. Donc c'est super que toi, ça ait pu se passer de façon plus... Enfin, un vrai acte de foi, comme tu dis, sur ce pari commercial, quoi. Ouais, pareil commercial. Et à la fois, c'est vrai que la façon dont on fonctionne, en tout cas actuellement chez Squadra, c'est purement variable. En gros, donc il y avait aussi cet acte de foi renforcé par Ah, le donc fait toi, que... t'as pris un gros risque aussi Oui, sur... et mes associés prenaient un risque quand même. Mais c'est vrai que si j'avais pas eu de dossier à traiter, euh, alors ça a impacté la structure parce que je prenais un bureau, ainsi de suite, donc ça a eu des conséquences. Et puis l'idée, c'est qu'on fonctionne tous bien ensemble. Mais c'était surtout moi qui n'aurais pas eu pas eu de Pas eu de rémunération, en fait. rémunération, ouais. Mais Non, mais j'étais donc tout confiant. le monde a pris son risque Ouais, dans cette histoire. exactement. Et c'est vrai que ça, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas eu cet intervalle Queen Emmanuel. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand je suis parti de chez Auguste, j'ai voulu partir, mais j'aurais pas pu faire ce saut direct. Je pense, j'étais pas prêt à l'époque. Notamment, ne serait-ce que psychologiquement, j'aurais pas suffisamment eu confiance en moi sur ce que j'étais capable de faire et comment j'étais perçu par le marché pour me dire OK, et par les gens, les clients avec qui je travaillais, pour me dire OK, ça va bien se passer en fait. Ça va bien se passer. Et qu'est-ce qui a changé dans ces 3 ans? Ça Enfin, a tu vois, été, pour que ouais, tu chez Queen prennes Emmanuel. cette confiance en toi sur le côté on va me faire confiance, j'ai ces capacités, enfin, tu vois. Mais ça a été de constater vraiment que le marché a pris notre move global des gens qui étaient chez Auguste, chez Queen, à valoriser ça. Et donc, de me retrouver dans mes discussions avec des confrères, dans des classements, voilà, dans des interactions professionnelles, comme étant individualisé et respecté pour ce que j'étais et là où j'étais et mon travail. Et donc de prendre conscience que ouais, j'étais sorti d'un giron qui était très satisfaisant pour beaucoup d'aspects, pour être là, visible, existant et valorisé.
Et là-dessus, mon associé Kémy Herry a été aussi un associé formidable parce que il pousse en fait les gens avec qui il travaille, il les pousse, il essaie de les promouvoir, il leur donne cette liberté, il leur donne confiance. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire sans Camille. Et je me suis retrouvé, il m'a fait confiance sur beaucoup de choses, et ça a renforcé cette confiance en moi, qui est maintenant, voilà, qui quand je suis parti était une certitude, et qui s'est avérée importante pour moi évidemment depuis. Ouais. Et donc, tu arrives chez Squadra, cette fois en qualité d'associé. Ouais, Et comme tu dis, tu arrives en prise de risque totale parce que bah, voilà, ouais, maintenant, il faut que les dossiers viennent, quoi. c'est ça. On reviendra peut-être sur le bouquin que tu as mentionné, et notamment ouais, sur le bouquin que tu as mentionné après. Mais comment est-ce que tu t'y es pris à ce moment-là pour développer, enfin, tu vois, pour aller chercher les dossiers? Alors, de différentes manières. J'avais été bien formé dans mes cabinets précédents, à la fois chez Auguste Bouzy, où ils sont très versés dans le marketing, et le fait de savoir faire, ça est long, et faire savoir, qui est tout aussi important, en tout cas très important dans notre métier. Et Camille Herry aussi est très, très, très doué dans la matière. Et donc, j'avais été bien formé, donc j'ai commencé à essayer de voilà, créer un peu de buzz sur mon arrivée, de faire des newsletters, d'envoyer ça, en fait, d'envoyer de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que les clients sont et les entreprises très sollicitées, de développer son réseau. LinkedIn est quand même utile là-dessus, de l'actualiser, de donner de la valeur ajoutée donc par des newsletters sur un sujet, montrer finalement qu'on est compétent, qu'on apporte quelque chose sur l'analyse d'une situation, d'une problématique. Et ça, si vous faites un mailing à partir de ça, c'est pas je te demande si tu veux bien me donner un dossier, ou je te demande si tu veux déjeuner avec moi. C'est regarde, je t'envoie quelque chose, c'est de la valeur ajoutée, regarde. Et en même temps, tu te trouves à un moment donné dans leur boîte email, et ils se rappellent du ah ouais, tiens, bah tiens, en plus il est parti, Benoît, maintenant il bosse à son compte. Je me rappelle, je l'aimais bien, je l'avais vu dans un dossier. Ah bah tiens, ok, bah pourquoi pas. En fait, il y a aussi cette dimension d'être dans le radar de tes clients au moment où ils peuvent avoir un besoin. Donc il y avait ça, il y avait le fait que j'ai aussi là pour le coup accepté initialement des dossiers à plus faibles enjeux. Parce qu'il faut bien se lancer. Donc j'ai accepté ce qui pouvait me venir de mon réseau. Et mes associés, on était 9 associés à l'époque, avaient aussi besoin réellement de contentieux commercial. Donc dès que en corporate, en pays, mes associés qui étaient déjà présents avaient besoin de cette compétence-là. Et donc m'ont permis de travailler sur le dossier. Et c'est vrai qu'on était complémentaires, étant très, très bon en contentieux commercial, et avec toute l'expérience qui était la mienne, ça me permettait d'avoir un angle complémentaire du leur sur ce type de dossier. Mais donc, grosso modo, les 6-8 premiers mois, j'ai commencé à développer. Mais il y a un délai, en fait, entre le moment où on se lance et le moment où, effectivement, les dossiers vont vraiment arriver, où vous récoltez. À supposer qu'on récolte quelque chose, il y a quand même un délai entre les actions qu'on met en œuvre et déjà on n'est pas toujours sûr de celles qui vont porter, évidemment. Il y a un délai, et donc initialement c'est quand même beaucoup mes associés qui m'ont permis de travailler sur des contentieux. Non, mais c'est bien que tu le mentionnes, cette espèce de délai incompressible entre le moment où tu commences les actions de développement et le moment où tu en récoltes les fruits. Et enfin, moi, dans l'activité que j'ai eue d'accompagnement au développement de clientèle d'avocat, c'est un délai qui les met à rude épreuve morale, quoi, vraiment psychique, de garder la foi, de continuer à communiquer par toutes les actions que tu as mentionnées, quelle que soit la stratégie les stratégies que tu adoptes, les newsletters, les conférences, les trucs, les machins, tout ce réseautage. Et en fait, ça demande une vraie endurance psychique de se dire ok, j'ai envoyé 2 newsletters, j'ai eu aucun retour, si ce n'est des trop cool, merci Benoît. Oui, Tu mais vois. il y a souvent, quand vous avez des emails de retour, c'est ça, quoi. Et c'est pas du ah bah tiens, justement, j'avais un dossier à plusieurs millions, ça tombe bien que tu sois là. Déjà, quand il y a ah merci, c'est cool, c'est bien. Déjà, c'est cool. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension du ok, en fait, c'est un supplément d'âme. C'est un réflexe qu'il faut avoir. Et on ne sait jamais ce qui va fonctionner ou pas, mais c'est une habitude. C'est une habitude à avoir, et ouais, une sorte d'hygiène professionnelle à essayer de conserver. Et j'ai un certain nombre d'exemples, à la fois dans mes cabinets précédents et chez Squadra, de dossiers qui viennent, en tout cas, d'être tombés au moment opportun dans une prise de décision de à qui confier un dossier chez des prospects.
Voilà, ça c'est chouette. Puis après, il y a évidemment ce que je disais, et là aussi, c'est se lancer dans le grand bain. Parce qu'en quittant Queen Emmanuel, je quittais cette marque évidemment très forte, le giron de mon associé Camille Herry, qui est très visible, très bon et qui agrège beaucoup de compétences et de dossiers sur son nom et sa compétence. Donc il y a un peu du OK, bon, bah, maintenant je vais voler de mes propres ailes. Bon, on va essayer de pas se vautrer. Et, euh, bon, on essaie de voler. Et en fait, donc je vole bien, ça c'est cool. Mais il y avait cette dimension de OK, je vais aller me confronter aussi sur qu'est-ce que je veux tout seul, quoi. Alors je volais en cabinet, mais vraiment là, plus être sous l'aile Oui, d'un de quelqu'un associé d'extrêmement... extrêmement visible Ouais. et bon, qui a plus d'expérience et plus d'années de barreau. Et ça valait aussi sur, OK, bah, comment je vais me situer sur le développement client et mes interactions. C'est là où je parlais d'une de mes forces, finalement. Je ne sais même pas si c'est une force, mais c'est mon côté naturel. En fait, je suis pas dans un rôle. J'ai pas envie d'être dans un rôle. Je suis pas sorti de mes expériences pour finir par pas être moi-même. Tout le cheminement de ma vie, mon cheminement professionnel, c'est d'être qui je suis. Et si c'est ne pas bosser avec certains clients ou typologies de clients, eh ben, c'est pas grave. Je me suis aperçu à un moment donné, c'est pareil, il y a des moments comme ça. C'était des clients avec qui j'avais bossé dans mes anciens cabinets. On avait bien bossé, on avait fait une stratégie au cordeau, hyper sophistiquée. On avait obtenu des avantages, mais vraiment grâce à la stratégie mise en œuvre. Et le client nous avait poussé, était très très bon lui-même. Mais j'avoue que j'avais pas d'affinité personnelle avec ce client et que j'avais pas, il y avait quelque chose qui matchait pas par rapport à qui je suis. Et en rejoignant Squadra, je me suis posé la question de est-ce que, si ça se trouve, il ne serait pas venu vers moi, hein, mais est-ce que je vais envoyer une newsletter ou est-ce que j'ai envie de travailler avec eux? Et je me suis dit, en fait, non, non, j'ai pas envie de travailler avec des gens comme ça. Et pourtant, c'est un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé qui a un pic professionnel. Mais non, 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 pas plus de ça. Là, maintenant, justement, cette liberté, j'essaie d'en jouir. Alors, c'est une chance aussi, hein, mais d'en jouir pour faire non, je veux vraiment que la façon dont j'exerce, l'environnement dans lequel j'exerce, les gens avec qui j'exerce, soit le plus proche possible de ce que je suis, de ce que je veux, en fait. Tu te souviens du moment où il y a eu une inflexion en termes de développement après ton arrivée chez Squadra? Ouais, ça a mis plus ou moins 6-8 mois à voir des... Parce que je suis vraiment arrivé, j'avais 0 dossier en cours, quoi. Donc là, je fais, oh, ouais, pop, 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 salut les amis. Donc vous avez bien fait de me choisir, vous inquiétez pas, je suis un winner. Et donc, toutes les démarches, et ça, ouais, ça a commencé. Il y a la directrice juridique de Tereos à l'époque qui m'a dit tiens, Benoît, qui me connaissait d'avant, qui m'a dit tiens, justement, j'attendais d'avoir un contentieux pour toi, parce que voilà, ça me fait plaisir de bosser avec toi dans ton nouveau cabinet. On se connaît professionnellement, personnellement, ça me fait plaisir. Et donc, c'était un petit contentieux. Et évidemment, comme tous les dossiers, mais avec un supplément d'âme, j'ai travaillé beaucoup d'heures pour lui montrer qu'elle avait fait le bon choix, que j'étais content de bosser avec elle. Et de ce dossier-là, j'ai eu la chance avec elle, puis après ses équipes, de créer une relation personnelle, de confiance et professionnelle qui fait que, voilà, Tereos, j'espère que ça ne va pas changer, mais c'est une entreprise qui me fait confiance sur un certain nombre de sujets et qui travaille aussi avec d'autres de mes associés. Et ça a été comme ça de nouer cette relation et de l'étendre finalement. Et ça, c'est hyper satisfaisant professionnellement, mais personnellement aussi, de se retrouver dans des relations qui sont des relations là aussi où l'humain est au cœur de la relation, même si c'est avocat, client. Et donc, ce sont des gens que je trouve me ressemblent. Et on est content d'aller boire des coups ensemble de temps en temps. Et voilà, et ça a été, c'est un peu la façon dont j'essaie de faire les choses. Et typiquement, ce premier dossier qui m'a été donné par ce client-là, ça a été une opportunité. Et donc, je l'ai prise, je l'ai saisie et ça s'est bien passé pour moi. Tu mentionnais tout à l'heure que du coup, aujourd'hui, tu fais beaucoup de contentieux. Mm. Contentieux, médiation, tu as parlé d'arbitrage aussi. Ouais. Si tu devais tu vois, présenter, on va dire, le cœur de ton activité aujourd'hui, comment est-ce que tu la présenterais? Si je devais la présenter, c'est vraiment le contentieux commercial. C'est mon activité principale, plutôt généraliste là-dedans, mais avec des compétences en même temps très, très pointues. Donc ça va être contentieux de bilan, contentieux post-acquisition, concurrence déloyale,
beaucoup plus large que ça. Et à côté de ça, donc, j'ai développé aussi la médiation, à la fois en tant que médiateur et en tant que conseil. Et ça, c'est grâce à un dossier où et j'ai développé ça à partir de 2017. Et c'est une chance, en fait. Je donne des cours sur le sujet, je suis assez reconnu là aussi. Et je trouve que c'est d'une richesse exceptionnelle, à la fois dans les stratégies qu'on peut mettre en œuvre. La médiation, quelque chose maintenant qui ne s'applique pas tout le temps, mais qui est dans mon panel de recommandations tactiques. Ça peut être un moyen, c'est pas forcément une bulle en tant que telle d'amiable et de discussion, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans une stratégie plus globale, plus agressive, le cas échéant, pour créer un rapport de force et dans le cadre d'une médiation, pouvoir le traduire. Et ça, donc, ça m'a enrichi là-dessus. Et c'est vrai que je constate encore trop souvent que les avocats sont un peu frileux, des avocats contentieux, qui ont l'habitude de partir au combat, frileux sur quelque chose qui est différent et où le rôle de l'avocat est plus effacé en réunion de médiation, tout du moins. Et je sais que moi, je l'ai eu aussi au tout début. La première médiation, je n'étais pas formé. Là, tu as fait, bon, bah, on va au combat. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ça permet d'avoir des facettes différentes et de rendre plus riche le métier et les stratégies qu'on met en œuvre. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je mets en avant. Mais vraiment, mon cœur de métier, c'est contentieux commercial. Le contentieux commercial. Tu mentionnais tout à l'heure un livre ? Oui. Et oui, c'est vrai. Oui, et c'est moi-même oui. qui l'ai mentionné en plus. Mais c'était pas tant pour en parler que parler quelque chose qui est important pour moi sur le fait que mon métier, c'est pas mon métier que j'ai appris à écrire. Et à me rendre compte que écrire, c'était beau, que c'était quelque chose qui permet de s'exprimer. C'est un des moyens d'expression. Dans notre métier, voilà, c'est pour convaincre, c'est pour expliquer. Mais cet amour des belles lettres et des belles phrases ciselées, né de mon métier, à un moment donné, j'ai aussi eu envie de m'en servir pour faire autre chose et pour expliquer une histoire. Et donc c'est vrai qu'il y avait aussi cette dimension, cette volonté aussi des réalisations personnelles en dehors même de mon métier. Et je me suis lancé là-dessus. Ça a été une très belle aventure personnelle. J'ai jamais autant regardé un dictionnaire que, évidemment, quand j'écrivais un livre. Et j'écrivais essentiellement dans le métro. En fait, c'était un temps que je rendais utile par le fait d'écrire sur mon smartphone. Mais donc, c'est possible d'écrire, de se relire. Et ça a été quelque chose que j'ai mené à son terme, dont je suis fier pour l'expérience et que j'ai décliné plus récemment. J'ai évolué un peu plus sur de la poésie, qui est vraiment différent comme mode d'expression, mais plus concis, où là, la rythmique, la sonorité de ce qu'on écrit est essentielle. Et donc, ça fait partie des choses qui constituent un équilibre pour moi maintenant, dans ma vie d'un point de vue global. L'écriture, plus d'autres activités extérieures, plus mon fils, qui est très important, plus voilà, tout ça. Je ne dirais pas les horreurs que tu fais à ton fils à ce micro. En plus, je t'avais dit de pas mais oui. Non, mais je ne le dirais pas. Donc, voilà, alors maintenant, je préfère donner une précision parce qu'on pourrait s'inquiéter de. Et je voudrais pas que la DAS vienne toquer à ma porte. Mais oui, effectivement, je lui vole ses pommes-potes. Bon, voilà, c'est un aveu, j'en suis désolé. Pour un petit pic de glycémie. Ouais, un petit shot d'énergie avant cette émission et avant les audiences. Même parfois pendant les audiences qui sont longues, donc je suis obligé de me baisser derrière le pupitre pour faire mon shot de pommes-potes. Parce qu'il faut beaucoup rire Martine Chollet, qui est ma mandataire au commerce, comme ma maman professionnelle au tribunal de commerce de Paris. Je l'amuse beaucoup avec ces histoires de pommes-potes. Et surtout, tu te caches pour pas perdre toute crédibilité devant les magistrats. Ouais, alors mais c'est ta pomme-pote. Alors, la question, mais que j'ai jamais osé poser, parce que quand on pose une question, il faut toujours déjà connaître la réponse. J'ai l'impression d'être discret, mais on peut pas complètement exclure que ce ne soit pas le cas, mais que tout le monde soit suffisamment bien élevé pour faire qu'est-ce qu'il fait ce loser avec ses pommes-potes. Mais bon, en tout cas, j'en ai besoin et ça me permet de conserver un niveau de glycémie et de présence et de conscience dans ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est un peu comme un enfant un peu devenu grand, mais qui aime toujours ses. Je voulais te demander, mais avant ça, je voulais te questionner sur la prise de parole en public, parce que on a commencé cet entretien où tu disais que en fait, c'était justement la dimension prise de parole en public qui faisait que tu te projetais pas du tout dans le contentieux. Mais avant ça, si on revient sur ce livre, est-ce qu'il y a que tu as eu la gentillesse de m'adresser, mais j'ai eu l'outrecuidance de ne pas le lire parce que j'étais en pleine lecture de l'Assassin Royal et en fait... J'ai lu le premier tome. Moi, j'ai lu je pense que c'est 12 tomes. Ah oui, c'est ça qui est plus ça. Et j'ai aussi lu les Aventuriers de la mer, et ça, c'est encore genre 6 tomes.
au milieu des 12... Enfin, j'ai Ouais. fait une année Assassin Royal et c'est Ok. pendant cette année que tu m'as envoyé le livre et donc j'étais monomaniaque et depuis, je suis pas revenue dessus. Bref, mais est-ce que... Parce que tu vois, souvent quand même dans un projet d'écriture et surtout de fiction, Mhm. tu vois, ça part de quelque part, quoi. Il y a un Ouais. message... Enfin, c'est pas juste un exercice d'écriture, c'est aussi... euh, s'il n'y a pas quelque chose de scolaire en mode bon ben je vais écrire parce Mhm. que je Non, me non, donne le il y défi a, il y d'écrire. a quelque chose Il y a un au fond de message qu'on veut soi. porter. Qu'est-ce que tu voulais travailler, explorer, exprimer à travers ce livre? Euh, à l'époque, si je devais écrire un livre maintenant, ça serait pas la même chose. C'est pas plus le même sujet. Mais c'est à cette époque-là, ça remonte à peut-être. Ouais, j'ai commencé à y penser et puis après à me lancer il y a peut-être 6 7 ans. Euh, C'était plutôt un sujet d'inquiétude. C'est une dystopie. Et parmi les choses qui m'ont marqué et que j'avais trouvé assez, j'avoue, angoissante à ce moment-là, c'était, je sais pas si ça parlera aux gens, mais il y a une image de Mark Zuckerberg lors d'un forum où il fait l'annonce de son premier casque de réalité virtuelle. Et on voit des rangs de personnes assises avec des casques de réalité virtuelle sur la tête et lui qui marche au milieu de l'allée. Et cette photo-là, du monde, bah voilà, du monde tel qu'il peut être, j'avoue, m'a un peu inquiété. Et donc, de fil en aiguille, c'est vraiment cette dimension du OK, on est à un instant de raison. Le progrès en tant que tel, je le considère comme étant globalement neutre et nous a amené là où on en est avec beaucoup de possibilités. On est dans une nouvelle révolution technologique et ça a été d'aller explorer par la fiction dystopique du OK, comment ça pourrait tourner et qu'est-ce qui peut se passer là-dedans et donc d'exprimer quelque part, si ce n'est une angoisse, en tout cas des sujets de préoccupation. Mais c'était aussi voilà, une période où ça m'angoissait. J'avoue que maintenant, avec le travail que j'ai pu faire sur moi-même de réalisation, mon fils, paradoxalement, je ne fais pas partie des parents qui sont angoissés du monde dans lequel je l'ai amené, mais plutôt de tout ce que lui m'apporte comme émerveillement et comme beauté du monde, à m'a ramené à quelque chose qui est mon enfant intérieur et la beauté de l'instant présent et des moments qu'on peut avoir, des moments de vie et d'interaction. Et ça, maintenant, ça m'a apporté un équilibre et une joie et retrouver une capacité d'émerveillement qui fait que j'ai écrit des poèmes qui exprimaient des choses. C'est quelque chose qui est important pour moi. J'écrirai à nouveau. Je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est plus des sujets d'inquiétude ou d'angoisse que j'aurais. C'est plutôt des sujets de joie ou de choses positives. Donc j'arrive bien à dater l'évolution. Je suis content d'avoir amené ce livre à son bout. Mais voilà, j'écrirai plus ce livre. Et ce livre est quand même très sombre. Donc voilà, effectivement, faut pas le. Sachez-le. Sachez-le, si quelqu'un voulait le lire, ben, c'est pas le. Ben, c'est bien écrit, je crois. Mais en tout cas, c'est pas le truc qui te met en joie avant de te coucher, quoi. Ouais, et tu dis si aujourd'hui tu devais écrire quelque chose, ce serait quelque chose de plus lumineux, de Ouais, plus clairement. avec de l'espérance dedans. Ouais, oui, je pense, de l'espérance, mais qui est tirée de ce que moi j'avais perdu depuis trop longtemps, qui est l'importance d'être là, maintenant, en présence, en conscience, à l'instant présent, qui est le seul qui existe en fait. Et mon fils m'a aidé, plus d'autres choses, mais à retrouver ça. Et finalement, c'est extrêmement beau et fort ce qu'on vit. Et le fait de se presser à qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure? Ah, je vais avoir peut-être un truc stressant, happy. Non, c'est pas la vie. C'est qu'en fait, on n'est pas. Ça veut dire qu'on n'est pas là. Et un enfant, parce qu'on est tous en fait, est-ce qu'on devrait rester? C'est juste là, cette capacité d'émerveillement à voir le ciel, dire putain, il est beau. Ouais, nous, on l'a vu des dizaines de milliers de fois. Bah, parfois, on perd juste le fait de ah ouais, bah, c'est beau le ciel, le vent sur la main, ces sensations physiques d'être sous la douche, c'est des choses qui sont merveilleuses finalement. Alors, j'y arrive pas tout le temps, mais j'y arrive beaucoup mieux. Et donc, je pense que ça serait plus l'éloge de la présence et de la conscience et de la beauté de ce qui est là et de ce qu'on peut faire. Et c'est ça qui importe. Évidemment, en pensant aussi à l'avenir et en faisant des actions pour faire en sorte que on vive mieux et que mon fils vive dans l'environnement qui soit le mieux possible, le plus moins affecté possible. Mais c'est vraiment ça maintenant qui est effectivement important pour moi. Tu sais que Camille et Eric, j'ai eu le plaisir de recevoir Ouais. à ce micro il y a très 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 longtemps parce que c'était dans la première année de vie du podcast, donc c'était il y a 5 ans, je pense. Je crois que sa citation, son extrait,
C'est un truc autour de l'émerveillement et l'âme d'enfant qu'il faut Mm. cultiver. Voilà, donc je t'entends et je me dis que quand même, tu n'as pas passé pour rien toutes Beaucoup de temps ces avec lui, ouais. années Ouais. sous sa coupe. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas formé par lui. Et que peut-être que il Ah, t'a fallu devenir père à ton tour. Enfin, tu vois, bref, je suis désolée, je euh, pars beaucoup trop loin dans mon truc, mais en non, je t'en prie, t'écoutant, je retrouvais vraiment ces mots mais, autour mais, de ça. Camille fait partie de ces gens qui, à un niveau de responsabilité très très important, avaient cette capacité à la fois être dans l'instant présent, de retrouver ça et de vouloir jouir de la vie avec les gens avec qui il travaille, qu'on avait fini quelque chose, c'était important pour lui qu'on aille fêter ça ou en profiter. Dans l'ensemble de sa vie qui est extrêmement riche, où il fait beaucoup de choses, il a beaucoup d'activités, ce lien avec des choses qui soient ludiques, une façon de s'exprimer, c'est vrai qu'il l'a. Il l'a vraiment. Il l'a jamais perdu en dépit des responsabilités qui sont les siennes. Et par moi, un mécanisme est différent des circonvolutions et peut-être dans une réalisation qui est un peu différente aussi. Mais on se retrouve maintenant là-dessus. Et c'est quelque chose que je ne perdrai plus en fait. Je ne veux pas le perdre. Et j'ai construit ma vie pour avoir cet équilibre-là maintenant. Et tu dis que cette réalisation, elle est venue, donc, tu as parlé de ton fils et de la présence de ton fils dans ta vie, mais tu as glissé très rapidement, entre autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à être plus dans l'instant présent? Oui, oui. Une première chose qui je pense, qui arrive à d'autres évidemment, un des événements de vie, et ça a été notamment la séparation avec la mère de mon fils, qui est venue, j'étais déjà chez Squadra, mais comme un révélateur du OK, en fait, il y a des choses que tu sais être présentes chez toi et des sujets que tu n'as pas voulu aborder pour X raisons. Et ben maintenant, écoute, notamment être plus présent que mon fils avait commencé à m'apporter, mais il n'empêche que voilà, je manquais là-dessus. Et cet événement de vie, en fait, n'a pas été déstabilisateur autant que ça, mais plutôt une opportunité. Et j'ai réussi à en faire une opportunité pour aller découvrir d'autres choses. Et parmi les choses que je fais et qui sont importantes pour moi, il y a de la danse libre. La danse libre, c'est aussi l'écriture en mode d'expression, la danse libre, et il y a aussi un mode d'expression qui est important pour moi. Et donc, de façon plus ou moins régulière, j'en fais et je me retrouve là-dedans sur quelque chose de très libérateur. Et ça m'a permis aussi de continuer à travailler. Alors, je l'avais fait dans d'autres domaines, mais sur le ouais, t'es juste là dans un cadre bienveillant et finalement, tu ne penses pas par rapport au regard des autres ou à des pensées limitantes de à quoi je vais ressembler. Ça se trouve, je ressemble à rien, j'en sais rien quand je fais de la danse libre. Mais c'est pas le point, c'est que c'est un mode d'expression. Et en fait, j'ai mis très longtemps à retrouver des choses qui devaient être des modes d'expression et des joies enfantines chez moi. Et en fait, je me retrouve, alors, tout n'est pas terminé, c'est le processus d'une vie, mais oui, à retrouver qui je suis tout en l'adaptant à la vie qui est la mienne, professionnelle notamment. Mais voilà, je trouve que ce cheminement est quelque chose où là, je suis bien. Je suis vraiment bien dans ces équilibres. Pas toujours. Il y a des trucs qui vont déséquilibrer de temps en temps, mais voilà, c'est important. C'est important. Et tout ce que j'ai fait m'a amené à ça. Je te disais que j'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'avait aidé à prendre plus confiance en toi Mm. d'un point de vue oratoire, sachant qu'au début, c'était une Ouais. grosse appréhension de ta part et voilà, que ça aurait pu te détourner, entre guillemets, de ce chemin. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Est-ce que Ouais. ça a juste été l'apprentissage à la dure? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Non, il y a eu un peu, il y a eu un peu les deux. Je me rappelle mes premières plaidoiries. Alors, c'est vrai que dans les cabinets d'affaires, c'est pas toujours fait. On peut mettre un certain temps. Ouais, vous plaidez pas tous les jours, quoi. En tout cas, c'est le risque. C'était mon cas. Alors, le tout début, je sais que c'était un truc qui m'angoissait beaucoup. Et je me suis préparé. Alors, je continue évidemment à beaucoup me préparer. Ça reste ma nature. Mais la prise de parole en public, ça s'est révélé être quelque chose que j'aime bien. Euh, Pas tant par la plaidoirie au début que par des formations
donné, des conférences données auxquelles je participais avec des associés de chez Auguste Debouzy, puis après Queen Emmanuel et maintenant Squadra, et aussi des cours que j'ai donnés à la fac assez tôt finalement. Et même à l'EFB, je me rappelle un cours devant 400 ou 500 personnes. C'est vrai que quand vous partez de loin, en termes d'assurance en vous, il faut réussir à les passionner, peut-être pas, mais en tout cas, à minima les intéresser, les 400. Plus le sujet était un peu tout pourri. Mais bon, donc on avait réussi à faire. Et ça, c'est vrai que parler en public et apporter quelque chose, transmettre quelque chose, un savoir, une compétence, expliquer. J'ai à la fois découvert que j'aimais vraiment ce côté transmission professionnel et que maintenant j'ai avec mon fils, donc en plus donc c'est cohérent, et que ça m'a libéré, ça a libéré ma parole, vraiment, sous ce format-là, qui est en plus un format finalement qui m'a servi après évidemment pour les plaidoiries, qui est, même si c'est plus, vous êtes le sachant, vous développez quelque chose, mais il y a n'empêche qu'à la fin, il y a aussi des questions qui peuvent être plus ou moins déstabilisantes parce que les gens qui sont là vont poser des questions sur leurs propres problématiques qui sont souvent opérationnelles. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir faire le malin pour dire qu'eux-mêmes sont très compétents. Donc il y a de la gestion de choses comme ça qui finalement a été un outil clé pour moi pour la suite. Et ce qui fait que maintenant, mes plaidoiries, ou le fait que j'y vais avec des pommes-potes pour me rassurer et avoir mon shot de glycémie, je les prépare toujours beaucoup. J'ai besoin de ça pour me sentir en confiance. Mais j'en profite, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Un peu comme des acteurs finalement. Et les plaidoiries ne sont qu'une forme de théâtre. Et les liens entre confrères d'ailleurs l'expriment bien. C'est toujours assez satisfaisant et chouette de après avoir gargoyé pendant plusieurs heures parfois, de sortir de l'audience et de pouvoir faire des blagues, se saluer et être en bonne entente personnelle avec les confrères. Et ça, c'est une dimension chaleureuse, c'est avec notre profession, une profession qui est quand même extrêmement belle. Et les liens qu'on peut avoir le sont aussi. Donc je suis pas arrivé par passion, mais j'ai découvert que c'était une passion en exerçant la profession. Tu dis que tu prépares beaucoup tes plaidoiries. Comment est-ce que tu prépares une plaidoirie ? J'ai cru que j'allais jamais réussir à sortir cette phrase. Oui. Comment est-ce que tu prépares une plaidoirie ? Oui, c'est vrai que ça faisait beaucoup de P. Ça fait beaucoup de P. Oui, c'est pas le plus évident. J'ai quelque chose que j'ai et qui, je pense, est une vraie qualité, c'est l'empathie. Une qualité personnelle, mais une qualité professionnelle. Une qualité professionnelle, donc je travaille mes plaidoiries comme mes conclusions, mais mes plaidoiries sous un angle différent des conclusions. Ça ne doit pas être une synthèse ou une redite de tes conclusions, sinon ça a un intérêt très limité. L'idée, c'est OK, qu'est-ce que je veux véhiculer comme message et quel est notamment ce que j'essaie de raconter dans mes conclusions, mais encore plus dans une plaidoirie, c'est l'histoire derrière. J'ai envie que les juges comprennent l'histoire, voient que nous sommes les good guys là-dedans et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et en fait, je me mets à la place d'un juge en prenant ce pas en arrière en disant OK, je vois ça, quelle question je vais me poser et où est-ce qu'il n'y a pas de réponse. Et qu'est-ce qui peut me donner envie de donner raison à l'une des parties, en l'occurrence la mienne. Alors évidemment, après, il y a tous les moyens juridiques qu'il faut donner aux juges pour qu'ils traduisent leur volonté de te donner raison, si jamais ils ont déjà eu ça. Mais en fait, de jouer sur la corde humaine du juge, qui est sa volonté de comprendre l'histoire et de comprendre en quoi c'est toi qui dois avoir raison. Et ça permet d'axer une plaidoirie, à donner des clés de compréhension. Parce qu'on ne va pas se voir la face, les juges, au moment où ils ont préparé le dossier, la plupart du temps, mais ils ont beaucoup d'audience, et puis ils vont se mettre sur la rédaction du jugement plusieurs semaines après la plaidoirie. Donc de ta plaidoirie, ce qui est important pour moi qu'il en ressorte, pour eux, c'est cette histoire-là, cette volonté du « OK, quel est le sentiment avec lequel j'en sors ?» et précisément des pièces. C'est-à-dire que je vais faire des notes de plaidoirie qui vont servir de base, pour faire référence à des pièces, on va dire « Ok, regarde, je te montre cette pièce et je te fais lire le passage sur lequel je m'appuie. » Pour qu'il n'y ait pas juste du « C'est bien, il parle bien cet avocat, ça a l'air intéressant cette histoire où son client a l'air d'être le gentil. » Mais non seulement il y a l'histoire, mais il y a les éléments probatoires qui vont lui dire « Ok, j'ai envie de lui donner raison. » Tu le fais et en plus, il m'a montré les pièces et ça, généralement, ils prennent des petites notes là-dessus. Et ça peut avoir un heure. Évidemment, je ne gagne pas tout le temps, mais il n'empêche que c'est comme ça que j'aborde une plaidoirie. Et tu le fais expérimenter pendant l'audience
pour laisser une trace Ouais, un peu plus pérenne. Ouais, c'est toujours pareil, jouer sur la corde, à la fois la corde humaine, OK, bah, les juges, leur métier, alors, juges, les magistrats professionnels, mais même dans les tribunaux de commerce, ils en entendent beaucoup, des dossiers. Ils voient beaucoup d'avocats, ils connaissent très bien notre métier, ils savent très bien pourquoi on est là et qu'on va défendre une thèse, par définition. Donc il faut aller au-delà. Mais jouer sur ce sentiment humain de vouloir nous donner raison et en même temps, regarde, ça c'est objectif. À la fois, je te fais gagner du temps parce que je te montre, je cite vraiment les pièces les plus importantes et je te lis les passages ou je te les montre pour que tu vois que je suis pas en train juste de raconter une histoire. En fait, c'est l'histoire que je suis en train de te dire. Elle est fondée sur une succession de faits qui étayent ma position. Où est-ce que de quoi tu as envie pour demain? Pour demain, Ouais. Ou j'ai, après-demain, mais tu vois. ouais, j'ai de pas renier la liberté qui est la mienne, de trouver cet équilibre, mais en devenant associé, alors ça fait 3 ans maintenant, mais c'est vrai qu'on expérimente des nouveaux questionnements. Moi, j'ai rejoint Squadra, on est 11 associés depuis aujourd'hui, un associé qui nous a rejoint aujourd'hui, on est 25 au total, on a comme ambition de devenir 40 ou 50 dans les années qui viennent, mais il y a toutes les questions qui se posent avec, OK, mais ça veut dire quoi pour mon équipe? Comment je la fais grandir? Comment j'intègre et je fais évoluer les gens qui m'ont fait le plaisir et la confiance de venir rejoindre mon équipe. Et comment je travaille en bonne intelligence avec mes associés, avec une envie qui doit rester commune. Alors évidemment, il peut y avoir des aspérités, c'est normal. Mais ces questionnements-là sont des questionnements qui sont des questionnements avec cette ampleur nouveau et avec une liberté qui est plus grande. C'est-à-dire que oui, bah maintenant je suis associé. Donc en fait, je co-construis ça. Et sur mon département, je suis encore plus libre. Mais c'est OK, comment tu te transmets et qu'est-ce que tu fais avec ça et qu'est-ce que tu construis? Et c'est moi, en grande partie, on construit. Mais et donc ces problématiques-là sont des problématiques passionnantes, mais qu'il faut avoir à l'esprit. C'est les avocats, les gens qui viennent travailler avec nous, euh, c'est des gens qu'on doit aider à former, qui viennent nous aider aussi en retour. Mais après ça, c'est des individus où justement, au-delà des dossiers, tout ce que moi j'ai vécu, qu'est-ce que je peux leur donner? Et typiquement, les gens de notre cabinet, on promeut le fait qu'ils fassent du développement de personnel, de dossiers personnels. Parce que, à la fois pour la promotion en interne, s'ils sont capables de nous amener des dossiers, puis pour avoir cette liberté de si à un moment donné ils veulent aller voir ailleurs, voilà, moi, comme je le disais, je l'ai appris tard. J'incite mes collaborateurs à le faire. Et pareil sur le fait d'un réseau, ça se constitue dès la première année, même avant. Les gens qu'on côtoie, les anciens élèves de l'école d'avocat ou de la fac, ça sera plus tard potentiellement des clients. Le réseau. Et donc, c'est important d'avoir conscience de ça et pas de le découvrir 5-10 ans plus tard en se disant ah, tiens, je vais écrire à cet ancien collègue, cet ancien étudiant qui était avec moi 10 ans après. Non, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Bon, voilà. Donc, il y a cette dimension de transmission et qui est importante pour moi au niveau professionnel et évidemment au niveau personnel, mon fils ayant 3 ans et 3 mois, donc étant encore un peu petit. Les mois comptent à cet âge-là. Oui, c'est important pour lui, les 3 mois. Et justement, comment est-ce que tu gères cette équipe dans cette perspective de transmission? Tu vois, concrètement, comment est-ce que ça s'ancre? Alors, ça s'ancre de différentes manières. D'une part, par essayer, alors c'est toujours pareil, c'est perfectible, mais d'être plus dans l'explication aussi. C'est-à-dire que je suis toujours très impliqué, c'est ce qu'on fait chez Squadra. Les associés sont impliqués dans les dossiers. Et donc je le suis, donc je passe derrière, je retravaille, et de faire du retour d'expérience notamment. À la fois sur le moment, en disant, tu vois, regarde, peut-être qu'il aurait fallu faire ça, ou il y a moyen d'améliorer ça. Et une fois que le produit finit, je l'ai fait partir au client, et a fortiori, il y a des adversaires, de faire un compare avec ce qui m'avait été envoyé et de prendre le temps de descendre ce document, si possible rapidement après, avec le collaborateur ou la collaboratrice, pour dire, tu vois, toutes les modifications que je fais, il y a une raison. Et je vais t'expliquer les raisons, pour que la personne puisse voir, OK, pourquoi j'ai modifié ça et quelle est encore la marge de progression, en tout cas là-dedans. Donc ça, c'est important quotidiennement sur les dossiers. Après, il y a cette dimension du OK, respecter l'équilibre de leur vie aussi, les inciter à développer des clients personnels, les inciter à développer leur propre clientèle, leur propre réseau, et de faire des événements aussi, en fait, de reproduire dans une certaine mesure, tout en l'adaptant, ce que j'ai pu connaître chez Auguste Debouzy,
C'est important, l'humain. On ne doit pas être... les collaborateurs sont des individualités fortes, spécifiques, et on doit se connaître aussi mieux pour s'apprécier, et à côté de ça, travailler ensemble intelligemment. Et donc faire ces événements de vie pour créer, peut-être pas une famille, c'était peut-être un too much, mais au moins une cohésion et une connaissance où on a envie tous d'aller dans le même sens. Et ce qu'on a vraiment essayé de véhiculer, ce que j'essaie de véhiculer à mes collaborateurs, c'est cette dimension du on ne peut pas y arriver sans vous. Et vous êtes partie prenante de notre vie et de notre projet. Et ça, non seulement on vous le dit, mais on va essayer de vous le faire comprendre. Et dites-nous aussi ce que vous pensez, ce que vous ressentez, les pistes d'amélioration. Et cette capacité de discussion, comme dans la vie personnelle, échanger, la communication, c'est clé. C'est la base de tout. Si on ne se comprend pas et qu'on ne discute pas, la médiation l'explique aussi, on se retrouve avec des zones de friction, de non-dit. Et le non-dit, c'est ce qui amène à une séparation à un moment donné, le fait d'avoir un désalignement. Et donc voilà, donc ça, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Alors, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. C'est l'avenir le dira. Quelle est ta dernière joie? Ma dernière joie, on est quoi? On est lundi. C'était ce week-end. J'étais avec mon fils. On est allé voir ses grands-parents. Et c'est de le voir si à la fois heureux, grandir, c'est son sourire. Bon, comme vous l'avez compris, je suis assez gaga de mon fils. Mais oui, ma dernière joie, en fait, ça date d'hier. Non, même ce matin, d'ailleurs, quand je l'ai accompagné à l'école. C'est tellement riche. Et tout le monde, tous ceux qui ont déjà des enfants me disent, ça passe vite, cet âge-là. J'en sais rien, ça passe vite. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'en profiter. Et par exemple, quand je suis avec lui, le matin et le soir, je ne regarde pas mes emails. Ils ne sont pas en push. Je suis avec lui. Je retravaille si nécessaire après. Le matin, je travaillerai bien assez une fois que je l'ai amené à l'école. Mais voilà, ça, c'est une règle pour moi. Je ne regarde pas mes emails quand je suis avec lui. Et je profite de lui et il m'apporte vraiment beaucoup. C'est une source de joie immense. Quelle est ta règle déontologique préférée? Ma règle déontologique préférée? C'est compliqué cette question. Alors, c'est la confraternité, mais il y a les deux côtés. C'est-à-dire que le côté que j'évoquais juste avant, qui va La être... bataille avec la... Avec le côté humain qui est, OK, en fait, on prend de la hauteur par rapport aux intérêts qu'on représente. On les représente fortement. On va se défendre comme il faut. L'intérêt du client est extrêmement important. Il nous fait confiance et cette confiance, on l'honore. Mais à côté de ça, on ne fait pas qu'un avec le client et la thèse. À côté de ça, il y a des confrères. Il y a des confrères, ce sont des humains qui font le même métier que nous, qui nous comprennent très bien, et c'est important de respecter ça. Donc ça, pour moi, comme vous l'avez compris aussi, comme tu l'as compris aussi, je reviens souvent sur l'humain, en fait. Moi, c'est l'humain qui me plaît dans la vie, dans le métier. Donc je pense que c'est cette dimension confraternité qui est importante pour moi. Et dernière question, qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Alors généralement, alors c'est plutôt dans ma robe que sous ma robe, mais effectivement, ça va être une pomme-pote, éventuellement une petite barre. Oui, je reviens toujours à ça, mais c'est vrai. Une petite bouteille d'eau et éventuellement un chewing-gum aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai dans et sous ma robe. Sinon, j'essaye de porter haut les intérêts de mon client. Et en fait, une règle que j'essaie d'avoir, que j'exprime dans ma robe et sous ma robe, c'est, comme dans la vie d'ailleurs, c'est de ne pas avoir de regrets. Et ça, je l'ai appris aussi dans le cadre de mes plaidoiries. On est humain, donc on va être plus ou moins, il y a des jours, on est plus ou moins performant, mais dans tous les cas, je ne veux pas sortir de cette salle d'audience en ayant un regret par rapport à quelque chose que je n'aurais pas dit. Donc ça, le fait de n'avoir pas de regrets dans ma vie pro, dans mon audience et dans ma vie personnelle, c'est clé. Et donc, parfois, sans les agacer vraiment, mais plus d'une fois, alors que le juge peut vouloir passer à autre chose, je fais « Ah non, permettez-moi d'être bref », la célèbre phrase de l'avocat qui ne veut pas l'être, et non, je ne peux pas, je me dois de répondre à un point, et en fait de rajouter quelque chose pour être sûr que si je pense que ce point-là a une pertinence quelconque dans l'esprit du juge, je le dirai. Je le dirai et j'insisterai pour ça. Et je sortirai de là, je n'aurai pas de regrets. La vie, on ne doit pas avoir de regrets. Je ne suis pas quelqu'un qui a de regrets et je ne veux pas en avoir. Et pour moi, c'est essentiel. Pas de regrets.
Merci beaucoup, Benoît, pour cet échange. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je pense qu'on les a endormis, peut-être. Oh non! J'ai eu envie de pleurer pendant toute l'émission à cause des... Pollen? Je sais pas si tu m'as vu Si, à un moment donné... essuyer mes larmes. Et en Mais je fait, pensais que les c'était lumières- l'émotion. Non, enfin, Oh, non, mais c'était c'est- surtout pas parce que ce que tu disais était ennuyant, désagréable ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que ces lumières blanches me Mais ont... t'avais pas ça les dernières fois ou... Eh ben, j'ai pas le souvenir qu'elles étaient aussi blanches. Mais là, vraiment, je crois que la première partie de Avec j'étais la en larme mode, à l'œil, est-ce que ouais. ça va couler? Est-ce que ça va couler? Ouais, non, c'est vrai qu'il y a un petit côté agressif, mais t'es peut-être plus photosensible que moi. Ouais, je suis très... pour Non, le non, coup. mais je suis très photosensible. Je passe ma vie avec des grandes lunettes de soleil. Ah ouais, à ce moment-là. Voilà. Et ça a toujours été comme ça ou après une opération de la myopie? Écoute, non, je pense que ça a toujours été comme ça. Mais par contre, peut-être qu'il y a aussi un phénomène qui s'auto-entretient où plus tu mets des lunettes de soleil et plus tu es photosensible d'une certaine façon parce que moins t'entraînes tes yeux à Oui, une oui, forme non, d'exposition et de résistance. ça se tiendrait. Mais voilà, mais non, mais merci beaucoup, c'était Non, cool. bah, Et je t'en puis prie. merci parce que t'as vraiment joué le jeu, quoi. Donc c'est chouette. Bah non, mais tu vois, c'est... Je sais pas, si c'est pour être dans un rôle, ça n'a pas de sens, tu vois. Pour toi, pour moi, pour les gens Pour les qui peut-être... auditeurs, ouais. Donc voilà, je suis arrivé avec cette idée-là. J'ai essayé justement de me dire de ne pas préparer et de répondre avec le plus de spontanéité ou de fraîcheur possible. C'est ça que je trouve ça... Ouais. Je sais pas si ça intéressera des gens, mais en tout cas, c'est moi. L'idée, c'était de parler de moi. En tout cas, ce que j'ai livré, c'est moi, quoi. Et Donc, bah merci, franchement, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié. merci à toi. C'est chouette cette expérience pour moi. Et en plus, c'est vrai que ce qui est cool, c'est qu'il y a le temps. Donc, tu vois, on papote. Et puis finalement, rapidement, on oublie. Bah, en tout cas, j'ai oublié le fait que c'était un truc enregistré, tu vois. Oui. Bon, même s'il y a un gros truc devant. Mais, et ça, c'est sympa, je trouve. Bon, bah je suis ravie.